Eh bien, nous allons commencer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, bienvenue ici à Deauville, bienvenue à cette réunion publique de Génération Gallo. On est content de vous accueillir dans cette salle, malgré le transfert au dernier moment qui s'est fait. À cet égard, je voulais commencer par un petit communiqué, car France Gallo s'est finalement opposé au dernier moment à l'organisation de cette réunion publique de Génération Gallo, qui devait donc avoir lieu à l'hippodrome de la Touques. Et devant cet état de fait, Arcana, qui avait initialement souhaité ne pas ouvrir ses installations aux réunions préélectorales, eh bien, s'autorise à mettre à disposition ces installations aux associations qui en feraient la demande, et ce, dans un souci d'apaisement. Voilà, ce petit préambule étant dit, on est heureux de vous accueillir. Je salue plus particulièrement également les journalistes qui sont venus aujourd'hui, ainsi que les internautes, puisque nous sommes en direct, live sur France Cyr. Alors nous sommes à un mois de la clôture des votes pour les élections à France Gallo, clôture officielle le 20 novembre. La campagne a débuté et peut-être avez-vous déjà entendu parler de Génération Gallo, peut-être même avez-vous déjà fait connaissance avec les listes et les candidats. L'objectif de cette réunion est triple. 1. Vous présentez cette association et vous présentez les gens qui l'animent et qui seront candidats. 2. Vous présentez nos idées, nos axes de campagne, nos valeurs et ce pourquoi nous voulons nous investir. Et puis en troisième partie, en fin de séance, si vous le voulez bien, eh bien, nous pourrons répondre à vos questions et recueillir vos impressions et débattre avec vous. Génération Gallo est une jeune association dans le paysage de la filière hippique française, puisque cette association est née en février 2013. Sa première particularité est d'être interprofessionnelle. Elle recueille en son sein, et parmi ses adhérents, c'est une association loi 1901, des éleveurs, des propriétaires, mais tout un ensemble également d'autres professions, des entraîneurs également qui sont adhérents et qui soutiennent Génération Gallo, même s'il n'y a pas en tant que tel de liste entraîneurs, puisque ceux-ci se présentent à travers leurs syndicats respectifs, mais également des courtiers, des pré-entraîneurs, des permis d'entraîner également. C'est l'une des particularités de cette association qui présente d'ailleurs une liste éleveur et une liste propriétaire, comme le font finalement assez peu de mouvements. Pourquoi cette association? Pour essayer de penser les choses différemment. Et ça va être l'objet de cette réunion, de vous montrer qu'on a envie d'essayer de réfléchir à l'organisation de la filière de manière différente, et plus particulièrement avec cette envie d'investir et d'aller chercher la croissance. Pendant 2 ans, ça a été un travail un petit peu silencieux, bien que vous ayez peut-être pu voir dans la presse, entre autres, et dans le Jour de Gallo en particulier, eh bien, le fruit de ce travail. C'était un travail d'abord de réflexion, un travail de consultation et des acteurs, mais également un travail de veille industrielle, pourrait-on dire, et particulièrement sur les pratiques et l'organisation des filières courses à l'étranger. Et tout cela sur tous les thèmes qui nous sont chers, le propriétariat bien évidemment, les paris, les enjeux qui sont la base de notre filière, l'élevage, la médiatisation, l'image des courses et aussi la gouvernance de la filière. Comment on gère la filière aujourd'hui et comment on peut essayer de trouver des modèles nouveaux. Le résultat de ce travail qui a duré 2 ans, vous pouvez le voir, il est public, il est sur le site générationgallo.com. Il y a plus de 30 études et réflexions, il y a un travail tout à fait prodigieux, il faut souligner le travail qui a été réalisé. En particulier sur l'observation de ce qui se fait à l'étranger. Je peux donner quelques exemples ici en vrac. L'observation et l'étude et la rencontre du mouvement Racing for Change qui a été fait en Grande-Bretagne, où les Anglais se sont posé la question sur comment repeupler les hippodromes. Rendez-vous compte, les Anglais qui se posent la question de savoir comment repeupler les hippodromes quand on connaît l'affluence de meetings comme Royal Ascot ou Cheltenham. Autre exemple également, ces rencontres qui avaient été organisées d'ailleurs je crois ici même, sur l'expérience propriétaire à Hong Kong, en Australie, aux USA, avec des gens de ces pays qui étaient venus et qui étaient intervenus. Ou encore, autre exemple de travail sur la rencontre des gens qui ont été à l'origine du nouvel hippodrome de Royal Ascot, de l'hippodrome d'Ascot. Et la réflexion qui a été portée sur l'hippodrome d'Ascot est tout à fait enrichissante, particulièrement en ce moment dans le cadre du chantier du nouveau Longchamp. Donc 2 ans de travail, 2 ans de réflexion. Après le temps de la réflexion, voici le temps de l'action. Et il nous semblait, naturel
de vouloir aller au bout des choses et de défendre ses convictions et de défendre ses idées et de les porter au vote dans le cadre de ce scrutin. Naturel, légitime aussi. Deuxièmement, on pense avoir, et les gens qui sont autour de la table et les gens qui sont sur la liste que je vais vous présenter dans quelques instants, et dont vous pouvez avoir d'ailleurs le détail sur les flyers qui sont là, légitimité de ces acteurs à avoir voix au chapitre, à être autour de la table, à avoir une voix au comité de France Gallo, voire au conseil d'administration, puisque c'est l'ordre logique des choses. Naturel, légitime, et puis aussi il y a une volonté tout simplement. Il y a une volonté de prendre les choses en main et de se dire, particulièrement en ce moment, dans le contexte dans lequel est notre filière, baisse des enjeux, baisse des propriétaires, difficulté des professionnels, eh bien nous avions la volonté d'aller plus loin. Alors qui sommes-nous? Qui sommes-nous? La première chose que j'ai envie de dire, c'est cette notion que j'ai envie de porter, c'est la notion de nouvelle équipe. Nouvelle équipe parce que les gens que je vais vous présenter sont pas ou peu investis aujourd'hui dans la gestion de la filière. Vous en connaissez beaucoup d'entre eux, mais peut-être plus par les faits d'armes de leurs chevaux que par leurs actions politiques, même si certains d'entre eux sont aussi investis à titre bénévole, d'ailleurs bien souvent, dans l'organisation des courses, dans l'organisation des hippodromes. Nouvelle équipe parce que interprofessionnelle, comme je le disais tout à l'heure en préambule, et avec une multitude de compétences très diverses dans des domaines techniques que je vous listerai, qui ne sont pas ou peu aussi représentés aujourd'hui au comité de France Gallo. Nouvelle équipe aussi parce que toutes les générations sont représentées, du jeune Benoît Geffroy, qui est le plus jeune de notre liste, jusqu'à notre doyen Jean-Michel Descamps, en passant par les solides et expérimentés Georges Rimaud ou Christian de Villeneuve, eh bien, toutes les générations sont présentes et les jeunes sont présents, la nouvelle génération est présente. Nouvelle équipe aussi parce que toutes les tailles d'élevage et toutes les tailles d'écurie sont représentées. On en fera le détail après. Nouvelle équipe aussi parce que nouvelle démarche. On ne vient pas ici, dans cette élection, en opposition aux syndicats professionnels, syndicats des éleveurs, syndicats des propriétaires, qui rendent des services à leurs adhérents. Mais à titre interprofessionnel, on vient simplement avec une vision nouvelle, avec des idées nouvelles qui sont complémentaires de ces acteurs. Et nouvelle équipe, enfin, parce que les valeurs qui nous portent, les valeurs qui nous poussent, sont résolument tournées vers l'avenir, avec une vision et l'envie d'investir. Et c'est ces valeurs que j'ai envie de vous présenter maintenant, au premier rang desquelles je mettrai l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise, c'est oser, c'est décider de gérer la filière comme une entreprise, comme nous gérons aussi nos élevages, avec une bonne dose de BSP, de bon sens paysan, avec le souci de l'économie et de la bonne gestion, et en remettant nos clients, et ils sont nombreux, je mets clients entre guillemets, mais les propriétaires, les parieurs, le public, en remettant tous ces gens-là au cœur de notre démarche. La valeur d'ouverture. L'ouverture, c'est ne pas hésiter et oser mettre à plat toutes les questions, tous les débats, sans tabou, et essayer de réfléchir à tous les sujets. Mais l'ouverture, c'est aussi oser aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, et particulièrement à l'étranger, comme je l'évoquais tout à l'heure. Les valeurs de modernité et d'audace, c'est oser tenter des modèles nouveaux, c'est essayer de faire fi un petit peu du passé, et essayer, ça vaut le coup d'essayer, de faire des choses nouvelles, en prise directe avec notre temps, en prise directe avec les exigences du marché de notre temps, et en prise directe aussi avec les nouvelles technologies. Et enfin, les valeurs de confiance en l'avenir et de passion. Alors ce sont des valeurs qui nous réunissent tous ici, et nous, ce sont des valeurs qui nous donnent l'envie d'investir, d'aller chercher la croissance, plutôt que de s'entre-déchirer à essayer de se répartir un gâteau qui finalement tend, au fur et à mesure du temps, à s'amenuiser. Donc voilà les valeurs qui portent Génération Gallo et qui portent les gens que je vous présente maintenant. Une liste éleveur, une liste propriétaire. Georges Rimaud sera la tête de liste des éleveurs. Beaucoup d'entre vous connaissent Georges de par ses fonctions au haras du Prince Aga Khan, qui est l'un des beaux élevages européens, bien sûr, mais qui est aussi l'une des grosses entreprises de la filière, on peut le rappeler, avec plus de 130 salariés. Mais si Georges est à cette place aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il est passé par tous les autres métiers de l'élevage. Et pour reprendre une métaphore qui a été prise il y a quelque temps, c'est quelqu'un qui sait faire tous les métiers et qui sait aussi bien emmener un étalon à la saillie que tirer sur les pattes d'un poulain, planter une clôture
ou passer la herse. Je le dis parce qu'il faut avoir ce sens, et ce sens d'homme de cheval. Homme de cheval accompli, une expérience internationale en plus, le souci du détail et le sens de la remise en question. Si je voulais résumer Georges, je crois que je pourrais dire que sa devise pourrait être « Arrêtons de trouver des bonnes raisons de ne pas faire les choses et demandons-nous plutôt comment on va faire pour y arriver ». Olivier de Balanda est notre numéro 2 sur la liste. Et là, c'est ici que le mot génération prend tout son sens, puisqu'entre Georges et Olivier, il y a presque 20 ans qui les séparent. Et entre leur taille d'écurie respective, leur taille d'élevage respectif, eh bien, il y a également du chemin. Mais Olivier a un beau pédigré. Il est né dans une famille d'hommes de chevaux. Son oncle est double champion du monde de concours hippique. Son père et son frère sont entraîneurs d'obstacles. Mais c'est surtout un entrepreneur qui n'a pas hésité à aller partir en Chine pour investir dans le domaine de la restauration en particulier. Et il y réussi avec succès. Et c'est quelqu'un qui élève en association. Les 3 suivants sur la liste sont des gens aussi que vous connaissez bien, particulièrement dans ces ventes. Ils auront d'ailleurs beaucoup à faire dans les jours qui viennent. Thierry de la Héronnière, d'abord, le haras d'Élon, un haras qui se transmet de génération en génération. Et si Thierry, aujourd'hui, aura en effet beaucoup de poulains à présenter à Arcana, avec un élevage à succès aussi, l'élevage de Robert le Diable, de Royal de Loire, de Petite Parisienne et bien d'autres. Et puis il n'est pas inutile de rappeler que Thierry est ingénieur de formation et nous apporte beaucoup dans cette association. Pierre Talvar, le haras du Cadran, là aussi un acteur important des ventes. Bon éleveur aussi à succès, l'éleveur de V2, entre autres de The Greg Asby, qui a gagné le Jockey Club. Quelqu'un qui est très ouvert aussi, qui travaille beaucoup en association avec d'autres personnes et très ouvert également sur l'étranger. Philippe Liebeck, le haras de Bourgeauville, c'est la Finlande finalement qui est ici représentée dans cette association, signe de notre ouverture à l'international. Et il est ici ce numéro 5 sur la liste. Vient ensuite Samuel Blanchard, qui est éleveur, que beaucoup connaissent également comme courtier dynamique, courtier innovant, là aussi quelqu'un qui est ingénieur de formation, avec une tête bien faite et un solide esprit d'analyse. Jean-Marc Lucas est également sur notre liste, et c'est là la filière obstacle maintenant qui est représentée, et qui se devait d'être avec nous, qui a élevé tant de bons chevaux, et particulièrement une très belle saison 2015, avec entre autres le crack Bonito du Berlay, que vous avez peut-être vu à Auteuil avant-hier. Sophie Boulin est sur notre liste également. Sophie élève en Mayenne, mais vétérinaire de formation, quelqu'un qui connaît très bien la filière, puisqu'elle en a même, pour la petite histoire, écrit des livres, puisqu'elle était écrivain à ses heures. Benoît Geffroy, que j'évoquais tout à l'heure. Benoît, c'est le Benjamin, mais ce n'est pas un bleu pour autant, puisqu'il est passé par la très exigeante école internationale du Darley Flying Start, qu'il élève avec beaucoup de succès à titre personnel et familial, et qui dirige aujourd'hui l'un des haras qui a subi le plus fort développement sur ces dernières années, le haras de Bouquetot. La suite enfin avec les autres suppléants. Antoine Lepedry, venu ici en voisin du haras de Tourgéville, le haras familial, régulièrement également premier au poteau, entre autres avec Robin Hofnavan récemment dans le prix de Condé. Philippe Michneau, élève. Il est à la tête du haras de Beauvoir, mais c'est d'abord un chef d'entreprise, une importante entreprise de 130 salariés, quelqu'un de très impliqué et qui est aussi impliqué dans les syndicats d'étalons. Et enfin François Auffet, qui est éleveur sans sol et qui, de son métier, est consultant média, quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les médias sportifs, entre autres avec l'équipe, et avec France Football, et qui donc nous apporte aussi une expertise sur le domaine de l'image des courses. Voici la liste des propriétaires maintenant, avec Christian de Villeneuve qui est ici avec nous et qui prendra la parole tout à l'heure. Christian est propriétaire depuis plus de 20 ans maintenant. Il est aussi investi dans l'organisation des courses puisqu'il est vice-président du dynamique et innovant hippodrome de Clairefontaine. De son métier, il est journaliste de formation, mais il a dirigé de très grands médias comme Le Parisien, le Journal du Dimanche. Et son expérience est incomparable, en particulier pour nous aider à travailler sur l'image des courses. Hervé Morin, qu'il n'est peut-être pas utile de vous présenter, encore est-il utile quand même de rappeler qu'il est à la tête d'un élevage et qu'il a monté un élevage et une écurie extrêmement performante en assez peu de temps finalement. Mais c'est sa connaissance particulière, bien évidemment, des institutions et des rouages des institutions qui nous sont, et des réseaux, et ces réseaux à lui, qui nous seront particulièrement utiles dans le cadre, entre autres, des discussions qu'il faut avoir avec la filière, entre la filière et les tutelles.
Jean-Pierre Vallée-Lambert, qui est propriétaire de Chevaux de Plat, entre autres chez Jean-Claude Rouget, mais qui aussi préside dans ses fonctions bénévoles la Société des courses de Nantes. Et à ce titre, l'hippodrome de Nantes est l'un des rares encore, peut-être pas, mais en tout cas l'un des hippodromes où les 3 disciplines sont courues, trot, galop et obstacle. Et c'est assez particulier. Il y a d'ailleurs une bonne connaissance, Jean-Pierre, de la filière trot, et ça nous sera également utile. Jean-Michel Descamps, qui est ici, je le saluais tout à l'heure en tant que doyen, mais c'est aussi le plus ancien propriétaire, puisque vous êtes, Jean-Michel, le propriétaire depuis plus de 40 ans, je crois maintenant, que vous avez encore gagné récemment, il y a une quinzaine de jours, et vous présidez la Société des courses de Bordeaux. Jean-Louis Burgat, qui est ici à table et qui va prendre la parole dans quelques instants, qui est journaliste de formation, qui a exercé à TF1, puis à Canal+, en tant que directeur de la rédaction. Il a ensuite monté sa société Léovision, qui a produit toutes les images des courses pour France 3, pour Canal+, souvenez-vous de la grande course, mais également c'est lui qui est à l'origine d'Equidia, de France Course, puis d'Equidia, et toutes les images des courses et tout ce qu'on a la chance de pouvoir voir, c'est lui qui en est à l'origine. Et il nous en parlera dans quelques minutes de ce thème de l'image des courses. Chris O'Reilly, qui est notre présidente et qui est ici présente, le haras de la Louvière, formidable élevage de temps de crack. Ecto et Chiquita sont ceux qui me viennent maintenant à l'esprit. Mais c'est un haras d'envergure internationale et derrière la discrétion et la classe de Chris O'Reilly se cache le talent d'une femme qui est entrepreneuse et qui est très innovante également et qui fait partie de tous ces mouvements innovants. Richard Powell, la jeunesse également qui est représentée, le haras du lieu des champs. Il est propriétaire autant en plat qu'en obstacle. Il prépare pour les ventes, il connaît donc bien les 2 filières. Il a également la confiance, Richard, de grands propriétaires. Et puis c'est quelqu'un qui est très tourné vers l'avenir, avec un haras qui a été labellisé Écuresse, signe qu'il répond à tout un cahier des charges très exigeant en termes de développement durable. Philippe Prévost-Barat, qui sera là aussi, qui prendra la parole tout à l'heure sur le thème du propriétariat. Le talent et le dynamisme, Philippe est propriétaire. Il avait encore un cheval qui courait ici également avant-hier dans le prix Montgomery à Auteuil, et avec des propriétaires en association. Mais quelqu'un qui connaît très bien, de par son métier de pré-entraîneur, les entraîneurs, puisqu'il travaille avec eux, les courtiers et les propriétaires. Il connaît donc bien toutes ces relations et il sera à même de nous donner son avis sur le thème du propriétariat. David Salaby, qui a 43 ans, qui est propriétaire depuis maintenant une dizaine d'années, qui est banquier de métier et donc a vraiment par définition le sens de l'investissement et de l'innovation. Hélène Ménessier, qui est avec nous également, sera sur notre liste. Hélène est vétérinaire de renom et maintenant très reconnue à Chantilly, mais elle est titulaire d'un permis d'entraîner, comme nous devions d'en avoir un sur notre liste, et on la remercie d'être là. Franck Walter, qui est ici en bout de table. Franck de métier est propriétaire, il est directeur commercial dans une société de conseil. C'est un investisseur né et il anime plusieurs écuries de groupe, dont le Meridian Racing Club, dont il est le président. Sandrine Hagenbach complète ensuite cette liste. Derrière la cavalière passionnée que beaucoup connaissent, c'est quelqu'un qui est diplômé de l'ESSEC, qui est membre titulaire d'un DESS de droit des affaires, membre de l'Institut du droit équin et qui est avocate fiscaliste de métier, en plus de ses talents de cavalière. Et donc, sur les dossiers fiscaux, et vous les connaissez bien, entre autres la TVA, elle nous sera de précieux conseils. Delphine Garcia-Dubois, cavalière également, titulaire d'un permis d'entraîner également, et Delphine connaît très très bien la filière, où elle exerce entre autres maintenant en tant que journaliste. Et puis Alban Borgel, enfin, pour compléter cette liste, qui est propriétaire en plat, entre autres en association avec son frère Kevin, qui est entraîneur dans le sud-est de la France, et qui est avocat de métier. Voilà pour la présentation des listes, que nous croyons fortes en compétences, diversifiées dans les âges, dans les tailles d'élevage, dans les tailles d'écurie. La même passion, bien évidemment, qui nous réunit, et tous ont l'esprit d'entreprise, une bonne dose de bon sens, et ce sont eux maintenant qui vont vous exposer ces idées que nous croyons novatrices. Alors sur quelles idées? 5 axes de campagne animent Génération Galop dans cette idée d'aller chercher la croissance, d'investir pour aller chercher la croissance plutôt que de rester à rien faire, et tout ça avec un esprit d'ouverture et de modernité. Le A de ce projet, la première étape, nous semble
indéniablement de restaurer, de renouveler l'image des courses. C'est avec cela qu'on va commencer dans quelques instants. C'est en renouvelant l'image des courses qu'on va être capable par la suite d'aller chercher des nouveaux propriétaires, de remotiver, d'aller chercher des nouveaux parieurs et surtout de faire revenir le public sur nos hippodromes. Donc l'image des courses, c'est le premier thème qu'on va développer. Le deuxième, c'est bien sûr les propriétaires. Mieux fidéliser les propriétaires actuels et aller en recruter de nouveaux. Le troisième axe tient essentiellement à la valeur de nos courses, la valeur de nos élevages, la valeur de nos chevaux, comment renforcer cette valeur, comment la développer au niveau national comme au niveau international. Et c'est Georges qui vous exposera ces idées. Quatrième point, les parieurs qui ne sont pas représentés finalement dans cette campagne, mais les parieurs et les enjeux, il faut s'en occuper. Comment développer les enjeux pour relancer le moteur financier de la filière dans le contexte actuel. Et le cinquième axe tient essentiellement à l'organisation de la filière, l'organisation de la maison mère, sa gestion, son mode de fonctionnement, comment gagner en efficacité, comment gagner en qualité de service, dans le respect des fondamentaux de France Gallo, qui est une association loi 1901 au départ. Voilà les 5 axes qui vont vous être exposés maintenant. Et je passe la parole donc à Jean-Louis Burgat, dont j'ai pu vous rappeler tout à l'heure quelques éléments de biographie. Mais je vous le disais, c'est lui qui est à l'origine de toutes les images de courses que l'on voit, que ce soit sur la chaîne Equidia ou sur les chaînes nationales, quand il y avait encore des images sur les chaînes nationales. Et il a une expertise tout à fait pointue là-dessus. Et je lui passe la parole. Jean-Louis Burgat. Merci. Bonsoir à tous. Je voulais d'abord vous dire que j'ai accepté de rejoindre Génération Gallo parce que je suis passionné par les courses depuis très longtemps. Je me souviens de mes années d'étudiant où j'avais pas de quoi entrer à Auteuil et je regardais le long de l'allée des fortifications les courses passer devant moi. Ça remonte à une bonne 50aine d'années. Mais j'ai rejoint Génération Gallo parce qu'il s'agit d'une équipe neuve de professionnels impliqués depuis longtemps dans la vie économique du galop et qui veulent faire avancer la machine sans rien casser. Je pense que les courses ont besoin d'évoluer dans de nombreux domaines. Je serais heureux de pouvoir aider dans un secteur que je connais, qui doit désormais évoluer à grande vitesse. C'est celui du spectacle et donc de l'attrait du public par rapport aux courses. Il s'agit pour moi d'un enjeu vital. Les courses perdent de leur attrait car elles se déshumanisent. Seuls quelques grands événements attirent le public à grand renfort de publicité et de promotion qui font du spectateur de l'Arc de Triomphe le spectateur le plus cher du monde. La télévision et Equidia, qui est incontestablement une réussite, sont devenus depuis longtemps le premier hippodrome de France. Mais sauf rares exceptions, à la télévision, les chevaux n'apparaissent plus que derrière les boîtes de départ. L'entraîneur, le propriétaire ont disparu. Donc, l'émotion qui fait la différence avec les jeux de hasard est morte ou en train de mourir. On passe à la course suivante dès le poteau franchi. Pas de victoire ou pas de défaite vécue par l'entourage, donc pas d'émotion. De plus, la mise en scène, si importante dans le sport aujourd'hui, n'a guère évolué depuis des dizaines d'années. Alors que, vous le savez, tous les autres sports, je suis payé pour le savoir en ayant participé au lancement de Canal+, tous les autres sports ont fait leur révolution et en récoltent aujourd'hui les fruits. Le nouveau Longchamp est un projet nécessaire et magnifique, mais on a parlé, me semble-t-il, de tout, sauf du spectacle lui-même. Ne serait-il pas nécessaire de réfléchir à une meilleure approche du public par rapport à la course elle-même ? C'est un peu comme une salle de spectacle dont on s'apprête à changer les fauteuils sans avoir réfléchi à ce qu'on va faire sur scène. Mais je crois que la réflexion est ouverte autour de ce grand chantier et que nos idées peuvent avancer. En tout cas, l'arrêt de l'érosion de l'économie des courses doit passer inévitablement par la reconquête d'un public qui aimera les courses d'abord pour les courses et le spectacle du cheval et non pour le jeu. Le jeu arrivera ensuite naturellement. Aujourd'hui, nous avons un credo à Génération Gallo. Il faut remettre le cheval au cœur des courses. Merci Jean-Louis. Je voudrais compléter ce propos en rappelant que pour restaurer l'image des courses, on a la chance de travailler sur un terreau
un terreau favorable, une terre favorable, pour reprendre une image d'élevage, puisque le cheval a sa place dans la société civile, le cheval est aimé des Français. L'équitation est le 3e sport, derrière le football et derrière le tennis, mais bien avant le rugby ou d'autres sports. Et c'est le 3e sport en nombre de licenciés. Donc il y a un affect pour les chevaux qui est naturel et qui est présent dans la société civile et sur lequel il nous faut capitaliser. Et c'est la première démarche pour ensuite aller trouver des nouveaux propriétaires et aller chercher, et je crois beaucoup à la nécessité d'aller chercher, entre autres dans le milieu des sports équestres, de futurs propriétaires. Convaincre les gens qui aiment les chevaux. Philippe en est un et va vous raconter aussi son expérience et ses idées en la matière. Bonsoir à tous, merci d'être venus assister à notre présentation. J'ai tenu à vous parler d'abord de mon expérience, ce qui m'a donné envie de devenir propriétaire. Comment je suis devenu propriétaire? Tout simplement, je le suis devenu par la passion. Et où est née cette passion? Sur un hippodrome. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est important de peut-être réfléchir à développer un partenariat avec les jeunes écoles, avec les grandes écoles, mais aussi les petites écoles. Le cheval est un animal qui parle aux gens, mais surtout aux enfants. Et les enfants sont, pour moi, ceux qui sont aujourd'hui les témoins de ce que peut représenter l'animal en sortant du contexte du jeu et du pari. Donc aujourd'hui, réfléchir à ce genre de partenariat peut être une façon de créer de nouvelles passions. Un deuxième point, une fois que la passion est née et que l'envie de devenir propriétaire vous est arrivée, ça va être l'agrément. Aujourd'hui, il est très difficile et très long de devenir propriétaire et d'obtenir ses couleurs. Revoir le programme avec les RG serait un petit peu compliqué. Nous pensons qu'il pourrait être intelligent et intéressant de créer une casaque, pourquoi pas provisoire, qui permettrait aux jeunes propriétaires de pouvoir courir sans avoir à attendre 6 mois l'obtention de ces couleurs. Un autre point aussi très important, c'est celui de l'assujettissement de la TVA. Aujourd'hui, repartir au créneau, je dirais, pour aller obtenir le taux que nous avions avant, c'est un petit peu mission impossible. En revanche, au sein de Génération Galop, il y a des gens qui sont compétents pour aider les propriétaires à petit effectif. Et j'insiste sur ce point, on parle souvent de petits propriétaires et de gros propriétaires. Non, il y a des propriétaires, point. Ensuite, des propriétaires à gros effectifs et des propriétaires à petit effectif. Voilà la seule différence qui est entre les propriétaires. Et sur ce point, Génération Galop peut aider les propriétaires à petit effectif à s'organiser pour aujourd'hui devenir assujettis à la TVA. Nous avons aussi l'exemple outre-Manche avec le sponsoring pour ce genre d'assujettissement qui peut être aussi intéressant de développer. Sur le plan de la valorisation des victoires, j'ai la chance donc d'être propriétaire, mais propriétaire associé. Je ne suis que porteur de part, mais il y a quand même un point qui me fâche un petit peu, c'est que quand on gagne une course, le propriétaire associé, on se demande si vraiment il est considéré. En tout cas, pour ma part, je ne ressens aucune considération, ou très peu de considération. Je trouve ça pas normal. Si on veut aujourd'hui garder nos propriétaires, si on veut aujourd'hui développer le nombre de propriétaires, il faut leur donner l'envie de venir. Et une fois qu'ils sont là, il faut leur donner l'envie de rester. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel il faut absolument qu'on travaille et je dirais davantage. Donc, considération aux propriétaires, porteurs de parts et associés. Aussi, sur la valorisation des victoires, on pourrait réfléchir, pourquoi pas, à mettre en place un système après les victoires qui permette aux propriétaires de continuer à profiter de cet événement. Pourquoi pas avec un commissaire ou des jockeys, des entraîneurs qui viendraient visualiser la course avec le propriétaire et lui expliquer un petit peu ce qui se passe pendant un parcours. Nous sommes professionnels, nous savons tous à peu près regarder une course et comprendre ce qui s'est passé. Mais pour les personnes qui ne sont pas du milieu, c'est tout différent, c'est tout à fait différent. Et il faut qu'aujourd'hui, nous ayons les moyens de leur apporter cette information. Ça ne fera qu'accentuer leur passion et leur donnera envie de développer. Ça passe aussi par la formation pour certains entraîneurs à la communication. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on n'a plus d'excuses pour ne pas communiquer. Beaucoup d'entraîneurs sont formés à ça, se sont formés et se sont organisés, d'autres moins. Nous pensons qu'il serait important, dans la formation des jeunes entraîneurs, que ce point soit aujourd'hui mis en avant. On parle d'hippologie,
très important. On parle d'économie, très important. Mais la communication. Si votre propriétaire ne reçoit aucune nouvelle, si votre propriétaire ne sait pas ce qui se passe, eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Dès que ça va devenir difficile et compliqué, il partira. Alors aujourd'hui, nous pensons qu'il est important d'offrir cette formation et Génération Gallo va mettre en place les moyens nécessaires pour que ça soit fait. Et enfin, sur le dernier point, un point qui nous fâche un petit peu tous, ce sont les allocations. Aujourd'hui, on parle de gel d'allocation. Si on parle de gel d'allocation, ça veut dire baisse. Les charges, elles, ne sont pas gelées, elles continuent d'augmenter, et donc forcément, ça crée une baisse pour les allocations. Alors, aujourd'hui, combien de temps va durer ce gel? Nous ne savons pas. Il est important de s'y pencher pour savoir combien de temps ça va durer. Et surtout, il y a un point que j'ai envie de soulever pour les allocations, c'est la valorisation. En France, nos courses sont bien plus dotées qu'elles le sont outre-Manche. Et outre-Manche, que font les gens? Ils valorisent leurs chevaux. Eh bien, la valorisation permet la commercialisation qui permet le turnover. Et ça, c'est un point que nous aimerions développer de plus en plus. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci Philippe et excellente transition avec le troisième sujet et le troisième axe de campagne qui est en effet comment faire pour revaloriser les courses, revaloriser les élevages et donc les chevaux. Et c'est Georges qui s'y colle. C'est moi qui m'y colle, oui. Bonsoir à tous, merci d'être là. C'était un peu compliqué d'y arriver, mais nous y sommes arrivés. Effectivement, le problème de l'élevage, et on en a parlé longuement quand j'étais au comité du syndicat des éleveurs, sous toute forme, mais il me semble, après mûre réflexion, que c'est un problème de valorisation des chevaux d'un élevage. La valeur de l'industrie française d'élevage, des courses, n'est que la somme de la valeur des individus qui la représentent, des individus chevaux, éventuellement des individus immobiliers, des haras, etc., mais des individus chevaux. Et comment se crée la valeur d'un cheval? Elle se crée d'un cheval, d'une jument, et on parlera de jument peut-être davantage, elle se crée à travers ses performances en course ou à travers les performances de ses produits. Et bizarrement, on remarque effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, je crois, ou Philippe, les valorisations des chevaux à l'étranger, en Angleterre, je ne suis pas certain que ça doit être un modèle pour nous, mais toujours est-il qu'il y a un fort accent porté sur la valorisation qui est donnée aux chevaux par l'intermédiaire de leurs courses et de leurs performances. Donc, les courses françaises, vues de l'étranger, et j'ai eu la bonne fortune d'y voyager un petit peu, ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Pour y travailler aujourd'hui, maintenant depuis pas loin de 30 ans en France, on remarque quand même que les courses françaises sont généralement peu ou pas assez valorisées aux yeux des étrangers. Et aujourd'hui, on voit bien que le marché se situe quand même autour d'achats étrangers souvent. Et il est vraiment nécessaire de travailler là-dessus. Donc, il faudra absolument que nous puissions apporter de bonnes raisons de les valoriser, ces courses-là. Pour cela, certainement être présent au sein des instances gouvernantes, et entre autres pour ce qui concerne les courses de groupe au sein des comités de paterne. Et puis, alors évidemment, France Gallo y est présent et fait ce qu'il peut ou fait ce qu'elle peut, mais je pense qu'il y a vraiment un lobbying à faire à ce niveau-là pour ne pas se faire prendre pour des imbéciles, parce que vraiment, on a des courses de très haut niveau aujourd'hui. Elles sont généralement très valorisées financièrement et il n'y a pas de raison que nous restions un petit peu la dernière roue de l'Europe là-dessus. Donc, il est important que nous puissions vraiment participer fortement à la valorisation de ces courses. Ensuite, pour les autres courses, les courses dites de sélection, les courses de handicap et les autres courses, il est important aussi que ces courses soient bien valorisées par les handicapeurs français, qu'ils tiennent leur place, qu'on les soutienne à ce niveau-là. On remarque souvent que, et on a eu aussi encore la bonne fortune de pouvoir vendre des chevaux quelquefois en Asie et à Hong Kong en particulier, où systématiquement la forme française est réduite. Le handicap français ne vaut rien à leurs yeux, ils font leur handicap à eux et valorisent le cheval en fonction de cela. Ça, c'est anormal et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il est nécessaire de vraiment porter beaucoup d'attention là-dessus. Je pense que nous avons des gens autour de nous qui sont compétents pour le faire et nous nous y attellerons si toutefois nous avons la chance de pouvoir participer à cela. Ensuite, pour les courses de groupe, je suis désolé de vouloir y revenir, je sais qu'il y en a d'autres et beaucoup d'autres qui sont très utiles à la filière.
Le comité de Paterne prend souvent des décisions qui sont liées tout simplement à la réalité du rating de ces courses-là. Je vous ferai remarquer une anecdote assez amusante. Récemment, le comité de Paterne a décidé de mettre un petit peu en cause 2 ou 3 courses françaises, et puis des courses de groupe 3, groupe 2, et comme par hasard, ne mettait pas en cause le prix de l'abbaye de Longchamp, qui est un groupe 1, alors que effectivement son rating baissait de la même manière que ses autres courses. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y avait peu d'intérêt de porter sur cette course qui généralement est gagnée par les Anglais eux-mêmes. Donc il y a vraiment, je pense que sans vouloir critiquer les uns et les autres, je pense qu'il y a vraiment besoin de regarder ça de près pour faire en sorte que nous soyons respectés à ce niveau-là. Ensuite, pour revenir à l'élevage et à l'élevage pur et à nos juments, la qualité des juments est bonne en France. Elle est bonne, elle n'a pas été suffisamment respectée à cause de ces problèmes de valeur de course, mais je pense qu'elle est quand même très bonne. Il faut continuer de l'améliorer. Il y a 2 manières, soit on va les chercher à l'étranger. Il y a eu des situations d'incentives pour tenter de faire investir les gens dans des juments étrangères, soi-disant meilleures que les juments en France, en tout cas avec un meilleur rating. Je pense qu'on en a de bonnes en France. Je pense que pour leur donner leur plein moyen, il est effectivement nécessaire d'avoir un étalonnage de forte qualité génétique. Je dis bien de forte qualité génétique, des chevaux qui ont plus ou moins bien performé en course, mais qui ont une forte valeur génétique. Nous y sommes, particulièrement dans le haras que je dirige, nous y sommes efforcés, avec un coût évidemment. Nous avons investi dans ces domaines-là pour donner à la France la possibilité d'investir dans ces étalons, en tout cas de s'y intéresser et de reproduire leurs juments avec ces étalons. Ça a bien marché. Je pense que ce sont des choses qui peuvent être soutenues encore. Il faudra le faire. Il faudrait que d'autres haras puissent faire la même chose. Aujourd'hui, il y a un panel d'étalons formidable en France, mais qui reste encore assez peu nombreux. Avec le nombre de juments françaises qui est là, qui n'est pas véritablement en baisse, même si les naissances ont eu tendance à baisser récemment, les choses vont vraisemblablement ou devraient normalement se stabiliser à peu près. Si toutefois l'environnement, et je répète, l'environnement est favorable à ce que de bonnes juments restent sur le sol français. Et ça ne veut pas dire, enfin sur le sol français effectivement, c'est pas uniquement le sol qui compte, ce sont les éleveurs qui élèvent sur le sol français en général. C'est ce que je veux dire par là. Alors, donc nous avons une certaine capacité à faire ces choses-là, puisqu'on l'a fait récemment, plutôt avec un relatif succès, mais enfin ça a marché. Donc on a de bonnes idées, on a d'autres idées quant à donner certains incentives à l'utilisation de ces étalons à forte capacité génétique. Et donc on aimerait pouvoir discuter de ces choses-là avec les autres étalonniers et avec les éleveurs en général. Le France Gallo, évidemment, c'est une élection pour aller au comité de France Gallo. Ça peut sembler assez inopportun de parler de ces choses-là, mais quand même, France Gallo doit maintenant comprendre qu'il y a une véritable économie qui est liée aux courses, l'économie de l'élevage. L'économie des courses, ce n'est pas uniquement le pari. Effectivement, il faut qu'il y ait du pari. Il faut qu'il y ait un retour à l'institution. C'est très important. On en reparlera et on s'en occupera aussi. Mais il est important que France Gallo prenne la pleine mesure de la réalité économique de l'institution, enfin de l'industrie surtout, et vraiment en donne les moyens. Jusqu'aujourd'hui, quand on voit les propositions qui sont faites, sont généralement des propositions assez récessive en définitive, même s'il y a eu des efforts pour maintenir les allocations à un niveau convenable. Il n'est pas toujours, c'est un niveau qui correspond à un niveau un petit peu général, mais qui n'est pas indexé sur la valeur des chevaux, par exemple. Certains chevaux d'une certaine valeur n'ont plus moyen de gagner leur vie parce qu'il n'y a tout simplement pas de course pour eux ou pas de course suffisamment rémunérée. Bon. Aussi une autre chose, donc, alors, ça sont peut-être des sujets qui fâchent un petit peu, mais il faudra... Et l'idée, ce n'est pas tellement de forcer, enfin de forcément vouloir les mettre en place, c'est aussi d'en discuter. Ce qu'on a comme intention, en fait, c'est de s'asseoir autour de la table pour en discuter et voir ce qui sort de la discussion. Le raccourcissement du cycle, comme il a été appelé généralement, est un mot un petit peu, enfin du moins un terme un petit peu brutal, mais il est quand même nécessaire de favoriser les jeunes chevaux. Les jeunes chevaux, c'est ce que produisent les éleveurs aujourd'hui.
Les éleveurs français, ils produisent des chevaux, ils tentent de les vendre ensuite. C'est ça leur rôle. Certains les courent eux-mêmes, mais l'objectif premier d'un éleveur, c'est quand même de vendre sa production. S'il ne peut pas la vendre parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs français ou étrangers qui ont besoin de renouveler leur stock de chevaux de course, eh bien ça fonctionne mal. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y a, malgré tout, même si les marchés se portent plutôt pas mal, il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui se plaignent de cela et qui n'arrivent pas à vendre leur production, même s'il est d'un niveau peut-être un peu plus modeste que d'autres. Enfin, voilà à peu près ce que j'avais à dire là-dessus. Je serais ravi d'en partager des discussions avec vous, de débattre avec vous sur les problèmes qui sont devant vous en réalité, problèmes d'élevage, de propriétariat, et peut-être que nous aurons le temps d'en discuter tout à l'heure. Merci. Merci Georges pour ce troisième axe de campagne. Le quatrième, et je le disais tout à l'heure, même si les parieurs n'ont pas voix au chapitre dans le cadre de cette campagne, il est important bien sûr d'y réfléchir, de penser avec eux, de penser pour eux, et de savoir, de trouver des idées pour développer les enjeux, fidéliser les parieurs, en trouver des nouveaux et voir l'adéquation de ce développement des enjeux en adéquation avec le programme de course. Georges l'évoquait à l'instant. Et c'est Christian de Villeneuve qui nous expose quelques idées sur comment développer ces enjeux. Bien, bonsoir, merci d'être venu nous entendre. Effectivement, développer les enjeux est un objectif prioritaire si on veut soutenir notre politique de croissance qui, par ailleurs, a besoin d'investissement. Cette croissance exige que les deux acteurs, que sont le PMU et France Gallo, procèdent à un certain nombre d'aménagements, voire de réformes. D'abord, en ce qui concerne le PMU. Comme toute entreprise, elle a pour objectif de garder ses clients traditionnels, mais aussi d'aller en conquérir de nouveaux. En l'occurrence, ici, il s'agit d'aller chercher des nouveaux parieurs plus jeunes, plus féminins. Cependant, avant toute chose, le PMU doit renforcer et moderniser son réseau en dur. Je vous rappelle qu'il y a seulement 12 000 points de vente PMU, alors que la Française des Jeux en a 33 000. D'autre part, il y a un peu de retard, à mon avis, surinvestir sur le numérique, c'est-à-dire sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. La conquête de nouveaux parieurs repose, et Jean-Louis l'a déjà dit, sur la capacité des courses à se moderniser et à renvoyer une image positive du parieur qui doit être considéré comme un acteur à part entière de notre sport. Une fois sensibilisé, une fois séduit par le spectacle des courses, il faut le prendre par la main et accompagner le public vers le guichet. Sur l'hippodrome, il faut d'abord repenser le parcours parieur. Par exemple, même si ça paraît très primaire, il faut tout simplement lui apprendre peut-être à lire, à décrypter un programme. Il faut encore lui présenter de façon didactique les différentes sortes, les différents paris de jeux. Des efforts d'ailleurs ont été faits ici à Deauville cet été et je crois qu'il faut les démultiplier. Les plus jeunes parieurs potentiels, il faut aller les chercher sur leur terrain. Là encore, leur terrain, c'est le numérique, c'est le digital. Et je crois qu'il faut tout faire, il faut faire un effort considérable pour développer les paris en ligne. Enfin, nous renforcerons nos chances de conquérir un nouveau public si nous sommes en mesure de lui présenter un spectacle dont il se sentira proche. La France a beaucoup de retard en la matière, mais il est temps d'accélérer la mise en place du fameux tracking system qui permet aux parieurs d'être en symbiose avec le cheval qui a été l'objet de son pari. Pour résumer, pour la conquête de nouveaux parieurs, spectacle, images, Internet, formation sont les mots-clés de la reconquête. Conquérir de nouveaux parieurs, c'est bien. Faut-il encore conserver nos parieurs traditionnels? C'est pourquoi, en direction de tous les publics, il semble important de simplifier et de rendre plus attractive l'offre de jeux.
il faut d'abord réinventer une course événement. Trop de quintés ont banalisé le quintet. Il semble nécessaire de créer chaque semaine, peut-être le dimanche, un événement, une course et un jeu qui sortent de l'ordinaire quotidien et qui est alors susceptible d'intéresser les médias télévisés et écrits. D'aucuns parlent de la création d'un 6T, mais c'est un autre, on peut en parler plus tard. Par ailleurs, les gens ont de moins en moins de temps. Et on est un peu perdu, il est vrai, dans la palette de tous les jeux. Il semble nécessaire de simplifier et de rénover certains paris. Je pense encore au pauvre Quintet Plus, qui est flanqué d'un nombre incroyable de bonus qui, par ailleurs, altèrent les rapports. En plus, maintenant, il lui a coquiné un numéro qui le fait basculer un peu dans l'univers des jeux de hasard. Simplifier des jeux traditionnels, d'accord, mais il faut aussi proposer des jeux innovants, tels des duels, des défis, des paris sur les jockeys, des paris sur les entraîneurs, l'anti-betting, ou encore la multiplication des partis verticaux ou partis report. Enfin, pour ma part, je considère que la meilleure façon de conquérir de nouveaux parieurs, c'est de leur assurer des rapports plus rémunérateurs. Vous voyez, le programme du PMU est chargé, celui de France Gallo ne l'est pas moins. En effet, France Gallo doit prendre un certain nombre de mesures destinées à augmenter le nombre de partants. Le PMU ne cesse de le répéter, une course à moins de 7 partants est très déficitaire, une course à plus de 12 partants est largement positive. Le chemin est donc clair. À l'exception des courses de sélection, pour augmenter le nombre de partants, 1. Il faut adapter le programme des courses en fonction des effectifs, région par région. 2. Il faut lisser le calendrier des courses tout au long de l'année afin d'éviter une offre pléthorique l'été et insuffisante en hiver. Ici, on est bien placé pour savoir le nombre d'éliminés qu'il y a lors des courses à Deauville l'hiver. Il faut penser aussi à aménager des mini-meetings de 2-3 jours qui peuvent inciter les entraîneurs à se déplacer. 4. Il faut simplifier et fluidifier les conditions de course. Par exemple, faire en sorte qu'un cheval arrivé placé dans une course d'une catégorie supérieure ne soit pas lourdement pénalisé. Enfin, pourquoi pas créer le poste de secrétaire des courses, d'un secrétaire des courses dont le rôle unique serait l'optimisation du nombre d'événements. Il pourra intervenir pour réouvrir une supplémentation ou des déclarations. Son seul job, éviter les courses creuses. Il devra le faire effectivement en étroite relation avec les entraîneurs. Cet objectif d'augmenter les enjeux est donc très lié à la qualité du spectacle et à la transparence. Et je vais citer beaucoup Jean-Louis Burgat pour conclure, mais je crois que c'est important qu'on le fasse. Il faut rapprocher par tous les moyens possibles le cheval du public sur le terrain d'abord et dans les médias audiovisuels, sociaux et écrits. La croissance, je le répète, la croissance des enjeux passe par la reconquête d'un public qui aimera les courses d'abord pour les courses. Le jeu arrivera ensuite tout naturellement. Je vous remercie. Merci Christian. Dans le dernier paragraphe que vient de développer Christian, c'est la question du dialogue entre France Gallo et le PMU, et donc finalement de la manière de travailler de France Gallo et de la manière de travailler de la filière. Et quand je dis filière, j'ai en arrière-pensée quand même également les courses au trot, parce que tout ce que vient d'exposer Christian peut également s'adapter. Donc c'est la question de la gestion de la filière, la gouvernance de France Gallo et de son mode de fonctionnement. Et c'est le 5e axe de la campagne de Génération Gallo. Et Georges Rimaud va reprendre la parole pour vous exposer ses idées. Oui, car nous pensons qu'il est nécessaire donc de revoir le fonctionnement de la société mère, et ce n'est pas une mince affaire, puisque tout ça est géré par des décrets, que nous travaillons sous
les tutelles ministérielles et que les choses ne se font pas en levant le doigt comme ça et en demandant à ce qu'elles soient faites. Donc on a pris toute la mesure de cela dans ce à quoi on a pu réfléchir. Toujours est-il que voilà, on l'expose et ça peut peut-être servir simplement de guide par moment si toutefois notre prochaine présidence décide de s'attaquer à ce vaste sujet. Et donc, je pense qu'il va être nécessaire d'avoir un modèle plus entrepreneurial. Enfin, quand je dis je pense, nous pensons, et qu'une partie de France Gallo soit dédiée justement à l'entreprise France Gallo, et qu'une autre partie soit effectivement dédiée à l'administration des courses, purement administrative, code des courses, organisation des journées de courses, etc., programme, qui doit en rester la partie principale. Mais il est très important qu'il y ait une fonction entreprise à côté de France Gallo, faisant partie du système. Comment le mettre en place? Il est évidemment tôt pour y penser, puisque c'est quelque chose, c'est une idée. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce point-là. Il est assez étonnant qu'on ait une association. Moi, je crois qu'il y a assez peu d'associations en France ou même dans le monde, à part les associations qui sont plutôt d'ordre scientifique, qui ont un turnover avec le PMU, puisque nous sommes mariés avec le PMU, de plus de 10 milliards d'euros, 15 milliards d'euros. C'est assez énorme. Et donc, je pense qu'il est important qu'on puisse gérer tout cela comme des entrepreneurs. Et là, eh bien, il faudra avoir des idées. On en a. Et évidemment, tout sera réglé, enfin, tout ça pourra prendre place si la présidence prochaine est d'accord pour regarder ce sujet avec sérieux. Et en attendant, peut-être, sans pour autant décréter les choses, eh bien, il serait pas mal utile quand même de faire en sorte que cette association soit un petit peu gérée comme une entreprise. Il est assez étonnant, et je sais qu'il est certainement compliqué de gérer les situations, et j'en ai dans nos entreprises aussi, les conventions collectives, les lois sur le travail, etc., sont effectivement très bloquantes par moment, mais nous pensons qu'il ne doit pas y avoir de tabou. On doit regarder ces choses bien en tête, trouver des solutions. S'il y a des problèmes, il y a des solutions, forcément. Sinon, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des états de fait, ce sont des contraintes avec lesquelles nous devons vivre, et donc ça peut devenir un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, on s'en rend compte aujourd'hui. Je pense qu'il sera sans doute utile de mutualiser les fonctions support entre le trot et le galop, l'obstacle aussi évidemment qui fait partie du galop, mais on a tendance à parler du galop uniquement. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire entre ces deux sociétés qui doivent pouvoir travailler ensemble, et vraiment très prochement ensemble. Il y a vraisemblablement une volonté de travailler sur le marketing et la communication entre le PMU, France Gallo et le trot. Aujourd'hui, enfin ça fait pas mal de temps qu'on en parle, il y a vraisemblablement des choses dans les tuyaux, mais on n'en a pas encore trop vu, ou en tout cas il n'y a pas eu de communication très nette là-dessus, et donc c'est une inquiétude, mais il serait bien que France Gallo se dévoile là-dessus aussi, et nous dise ce qui est prêt à fonctionner, comment ça fonctionne, et pour que nous puissions y apporter aussi nos idées. Nous pensons aussi qu'il est important de dynamiser les champs de course, en particulier les champs de course régionaux, peut-être aussi les autres, les plus petits champs de course. Il est important qu'il y ait un véritable maître de maison dans ces champs de course, quelqu'un qui ait la responsabilité du fonctionnement de ce champ de course, qui soit, pas intéressé évidemment, mais qui le regarde comme un centre de profit. Si on ne pense pas qu'un hippodrome puisse être un centre de profit, eh bien ça deviendra compliqué, et ça l'est déjà pour beaucoup. Donc il est important que cela soit mis en place le plus rapidement possible. Cela permettra sans doute d'avoir davantage de sponsors si les directeurs des champs de course ont une certaine latitude, liberté de fonctionnement à ce niveau-là. Finalement, il sera nécessaire, et ça ne demande pas de décret pour le faire, de moderniser le système Internet de France Gallo, qui est tout de même assez archaïque aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez sur vos tablettes, c'est chercher une information dessus, ça ne marche tout simplement pas.
ou peu, et c'est peu intéressant. Aujourd'hui, en 2015, en France, dans une société qui brasse donc des milliards d'euros, il est quand même bien dommage qu'on ne soit pas au top du top en matière informatique. Donc ça, c'est une chose qui sera très importante. Je pense qu'elle peut être développée aussi pour la création des programmes. On parlait de lissage de programmes, région par région, etc. On sait aujourd'hui que les régions travaillent un peu indépendamment sur la création de leurs programmes, et c'est bien dommage. Et c'est sans doute obligatoire aujourd'hui, puisque les fonctions informatiques ne doivent vraisemblablement pas permettre de faire autrement. Donc créer des applications efficaces, optimiser la communication sur les réseaux sociaux, etc. Voilà principalement ce qui sera nécessaire de faire. Je répète que la mutualisation des fonctions support avec le TRO et le Gallo seront importantes, seront sans doute un début pour qu'il y ait un vrai travail de rationalisation du fonctionnement de la société mère, vous voyez, j'en suis déjà là. Il est important qu'on n'ait pas de tabou sur cela et qu'on puisse en discuter. Si ce n'est pas possible de le faire, très bien, mais je trouve qu'il est important qu'on en discute aujourd'hui. Voilà, merci. Merci Georges. Voilà donc ces 5 axes de campagne exposés. Alors il est bien sûr difficile en 1 heure chrono de rentrer dans le détail de chaque idée, mais plutôt de vous donner une tendance, de vous donner l'envie de s'intéresser à Génération Gallo ou de s'intéresser à ces idées, voire même de poser des questions ou de débattre. Et je ne doute pas qu'il y ait peut-être quelques remarques au moins dans la salle ou des compléments d'information à apporter. Et je redis ce que je disais un peu en préambule, on ne vient pas en opposition, on vient ici avec une vision peut-être un peu différente et il serait peut-être légitime que nous puissions porter autour de la table. Voilà, donc si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Oui, pardon, et je rajouterais que nous ne sommes donc pas en opposition, enfin tu l'as dit effectivement, mais nous ne sommes pas en opposition avec les autres listes qui se présentent. Nous espérons avoir une certaine légitimité à pouvoir s'asseoir autour de la table de France Gallo. Cette table de France Gallo, aujourd'hui, décidera de notre prochain président. Elle sert aussi à approuver le budget, à voter quelques changements du code des courses. Et je n'ai pas le souvenir qu'elle serve à beaucoup d'autres choses, du moins qu'elle soit utilisée à beaucoup d'autres choses, si ce n'est que d'avoir un rôle d'information auprès de ses constituants. Donc voilà, je pense qu'il y a eu dans les différentes interventions des uns et des autres à travers la presse et autres, ce sentiment enfin par rapport à nous, par rapport à Génération Gallo, qu'on était un espèce d'intrus arrivant comme ça sur une piste où on n'avait pas grand-chose à faire. Et ce n'est pas le cas. On a une vraie légitimité. Alors évidemment, on la met au vote. Aujourd'hui, on la met au vote pour que vous nous disiez si on est vraiment légitime et si on peut s'asseoir autour de la table avec vous. Et c'est la seule chose qu'on a envie de faire aujourd'hui. Alors évidemment, si on a beaucoup de votes, il y en aura plus, il y en aura moins. Mais voilà notre motivation première. Elle peut sembler assez passéiste, enfin passéiste dans le sens de paix, mais voilà ce qu'elle est réellement. Donc, allez-y, posez-nous des questions et on tentera d'y répondre. Essayez-nous. Oui, Georges. Est-ce que dans vos études, vous avez pu faire un pourcentage sur toute la population des chevaux qui courent, un pourcentage des chevaux qui sont des chevaux classiques ou semi-classiques, des chevaux intermédiaires et puis les autres chevaux? C'est toujours intéressant. Est-ce que vous avez en pourcentage de la population des chevaux qui courent? Là, la question précise, je n'ai pas le chiffre exact, malheureusement. Mais c'est le genre de question auquel on s'attend. Je n'ai pas le chiffre exact. Je pense que vous voulez poser la question en réalité de l'importance en termes de retour pari des courses de groupe, des courses de sélection par rapport aux autres courses qui sont communément et trop souvent appelées des courses alimentaires, bizarrement. Et je dirais à ce sujet que ces courses-là, ces chevaux-là, qui sont beaucoup plus nombreux que les chevaux de course, bien évidemment, le pourcentage, je ne le connais pas. Mais elles sont effectivement beaucoup plus nombreuses. Et c'est bien comme ça. C'est très important qu'elles le restent, bien évidemment. Et nous souhaitons, de toute manière, n'avoir aucune espèce d'attaque à ce propos-là. On n'a pas du tout l'intention de réduire
la forme de la pyramide telle qu'elle est souvent imagée, ayant un socle, une base, pyramide. On dessine notre société en pyramide ces temps-ci. Pourquoi pas? Et en tout cas, elle a le mérite d'exister, semble-t-il. Et cette base de chevaux qui crée les courses de pays, j'irais même jusqu'à dire les courses de kermesse, elle est très importante. Elle est d'autant plus importante pour l'âge des courses. Et c'est là qu'on a tous commencé à être un petit peu... Moi, je me souviens aller avec mon grand-père aux courses de Saint-Didier sur Chalaronne. Je ne sais pas si elles existent encore. Et à Toisset. Et c'était une véritable kermesse. Et c'est là qu'on se plaît à ce que l'on voit et qu'on s'y intéresse. Pour les gosses, en tout cas. Aujourd'hui, c'est un peu disparu. Les gosses ont un petit peu autre chose à faire. Ils ont une diversité de plaisir à travers d'autres médias, d'autres formules de divertissement, de loisirs. Mais voilà. Donc, nous pensons que ça a une forte importance économique, certainement. J'irais même jusqu'à dire qu'une entreprise comme la nôtre, Aga Khan Studs, eh bien, on a besoin que cette pyramide existe. Donc voilà, on n'est pas contre du tout. D'accord. Mais quand vous parlez du raccourcissement pour faire un turnover, donc vous parlez de raccourcissement de carrière de course des chevaux, ok. Et à ce moment-là, comment vous allez pouvoir gérer le programme de course qui doit être modifié à terme? Parce que si vous avez des 2 ans, des 3 ans, voire des débuts de 4 ans, toutes ces courses dites alimentaires, qui ne sont pas du tout péjoratifs, oui. Il y en aura toujours autant. Parce que dans le nombre de chevaux, on a toujours des chevaux qui seront les meilleurs et les autres moyens. On peut réélever la valeur moyenne de tous les chevaux en France. Ça ne changera pas le problème de la pyramide, effectivement, de leur qualité. Donc comment vous allez, si vous raccourcissez le cycle, vous incitez les gens à acheter des jeunes chevaux parce que ça tourne plus vite et qu'on peut les valoriser, d'accord? Comment vous allez faire pour passer sur un jeu qui est quand même assez large, qui a besoin de partants, à un jeu qui va reposer sur des jeunes chevaux qui auront peut-être des conditions de course différentes et qui vous feront peut-être pas suffisamment de partants, en tout cas dans le système de jeu français actuel? Eh bien, tout simplement, et avec un système informatique encore performant qui n'existe pas aujourd'hui, semble-t-il, hein, je dis bien semble-t-il, nous on ne fait pas partie de la gouvernance actuelle, hein, je vous le rappelle, et vous n'êtes pas sans le savoir non plus. Et donc, on propose qu'il y ait un système informatique performant qui permette d'organiser le programme des courses en fonction des générations présentes, des chevaux qui sont présentes, suivant les endroits où ils se trouvent, les régions. Il semble qu'il y en ait beaucoup moins ou qu'il y en ait sensiblement moins, en tout cas dans la région parisienne aujourd'hui. Et je pense que les programmes peuvent être tout à fait organisés de manière efficace par un système informatique. Aujourd'hui, on sait faire un tas de choses avec cela pour faire en sorte que ces courses-là soient bien réparties sur les catégories de chevaux. Alors, il y aura peut-être moins de vieux chevaux, mais s'il y a plus de jeunes, ça revient un petit peu au même, excusez-moi, mais est-ce que les vieux chevaux sont nécessairement là pour former la base? Et ça sera ma dernière question, il y en aura sûrement d'autres. Comment voulez-vous inciter les gens qui ont des chevaux d'âge, on va dire, pour ne pas dire des vieux, qui sont des gens qui n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens d'acheter des jeunes chevaux? Parce que c'est ça, ça sera ça le problème. Oui. Comment voulez-vous les faire passer d'un achat à réclamer, clairement, d'accord? Ils achètent des réclamés, ils essayent de gagner des handicaps ou des bons handicaps avec. Alors comment on les fait passer, ces gens-là? Il faudra, je n'ai pas de solution à cela. Si ça devient une situation de blocage, il n'y a vraisemblablement pas de solution. S'il y a une solution, on la trouvera. Cependant, il est important que ces gens-là comprennent aussi qu'ils participent à une organisation, à une industrie qui est, je le répète, intimement liée à une économie d'élevage. Et il faut absolument que ces gens-là comprennent que c'est très bien d'aller aux courses avec un cheval de 12 ans, mais que, non, mais enfin j'exagère, histoire de marquer le coup, mais qu'à un moment, il faut aussi, on ne peut pas faire que ça, on ne peut pas que profiter de cette situation-là et de continuer avec. Alors effectivement, on me dira, oui, mais ils forment les gros lots, des gros handicaps, etc. Mais à un moment, il faut savoir regarder les choses en face. Et si on veut que l'élevage continue à se développer, à être en croissance, quand je parlais de valeur tout à l'heure, on a envie que la valeur des chevaux soit en croissance. Si on n'est pas en croissance, ça ne marche plus, un truc. Donc il faut croire à cela. Si vous ne croyez pas en la croissance, votez pas pour nous. OK ? Mais si vous croyez qu'il est nécessaire d'être en croissance perpétuelle, eh bien, faites-le. Et vous verrez, on pourra le faire. Monsieur là-bas.
Oui, Christian Baillet, bonsoir. Est-ce que Génération Gallo a vocation à soutenir ou au moins donner un avis sur des candidats officiels ou officieux présidents, ou au contraire, vous souhaitez avoir une neutralité pour pouvoir travailler avec quel que soit le président élu? Vous savez, on est dans le premier tour des élections aujourd'hui, hein. On est dans le premier tour, donc on essaye de faire en sorte de pouvoir s'asseoir autour de la table, comme je le disais tout à l'heure. Il est bien évident qu'aujourd'hui, il semble qu'il y ait une personne, M. Augereau, qui se soit prononcé comme candidat. Il faut qu'il comprenne que, mais il a bien compris parce que ce n'est pas une personne idiote, évidemment, qu'il faut d'abord siéger autour de la table. Une fois qu'il siégera autour de la table, eh bien, il pourra se présenter comme candidat à la présidence de France Gallo. Il y aura vraisemblablement d'autres personnes qui sont généralement cooptées. Ça vient plutôt des cooptés, cette chose-là. Mais ça peut sans doute venir, et pourquoi pas, de socioprofessionnels. Ce serait nouveau et ce serait plutôt pas mal. Donc, et alors, pour répondre précisément à votre question, je pense qu'il serait important, avant de décider, il serait important que ces candidats aient un programme. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas le sentiment, alors je n'ai jamais siégé au comité de France Gallo, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un programme de défini par qui que ce soit comme candidat. Donc il sera sans doute important qu'ils présentent leur programme, des grandes idées en tout cas, sans forcément rentrer dans le détail, on peut le comprendre, mais qu'il y ait un programme d'assez bien défini, et à ce moment-là, on votera pour la personne qui correspond à nos idées. Donc il faudra que ce soit quelqu'un qui soit moderne, qui ait envie de croissance, qui ait sans doute envie de changer un peu la gouvernance de France Gallo, et qui ait du charisme, qui ait de l'audace, qui ait un esprit d'entreprise. Il y a sûrement des gens comme ça autour de la table à France Gallo. Bernard Veil, je voulais savoir, moi j'ai l'impression qu'à France Gallo, il y a depuis 100 ans le même problème, c'est-à-dire que c'est les mêmes gens qui dirigent, malgré l'équipe aussi dynamique que vous puissiez être. Quel est le moyen, ou y a-t-il une possibilité de faire changer un petit peu l'instance de France Gallo? Parce que si vous avez autant de cooptés et toujours des cooptés, on prend toujours les mêmes têtes, on prend les copains, les copains, et c'est toujours un copinage avec des gens qui n'évoluent pas vraiment. Et quand on voit il n'y a pas d'évolution à France Gallo. Il y a toujours une direction qui n'écoute pas rarement les professionnels, j'ai l'impression. Donc, avec toute l'ambition que vous pouvez avoir, comment allez-vous vraiment faire changer les choses à l'intérieur de France Gallo? Parce que je crois que c'est un des gros problèmes de France Gallo. Oui, effectivement, c'est ce qu'on nous demande. Mais là, je répète que l'élection, aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait, exactement liée à cela. Comment on pourrait le faire? On a des idées diverses. Et tout à l'heure, je le disais, c'est dans un premier temps, il faut que France Gallo, alors évidemment, France Gallo, ce n'est pas une personne aujourd'hui. Donc il faut que ce soit à travers le président qui sera élu, il faudra que ce président ait fasse campagne là-dessus, sans doute. À travers le président, qu'il nous dise comment il a envie de faire changer ces choses-là. Est-ce qu'il croit à l'idée d'avoir une partie de France Gallo gérée comme une entreprise, ou est-ce qu'il croit avoir la totalité de France Gallo gérée comme elle l'est aujourd'hui? Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est plus suffisant. On ne va pas faire le bilan de tout le monde là-dedans. Aujourd'hui, on peut mettre ça sur le dos de la crise, sur le dos du PMU qui ne marche pas, sur le dos de tout le monde. Il n'en reste pas moins que les dirigeants doivent être des visionnaires, des gens qui sont conscients de l'environnement dans lequel ils travaillent. Quand on arrive à France Gallo aujourd'hui, pour être président, c'est sans doute pour prendre des coups un petit peu. Donc il faut avoir la peau dure, mais il faut avoir pris conscience de l'environnement dans lequel il va falloir développer France Gallo. Et donc proposer une évolution de France Gallo en adéquation avec l'environnement dans lequel il se trouve. Et si le président élu, ou en tout cas le candidat, a cette manière de voir les choses, eh bien ça sera déjà un début intéressant. Et de simplement faire part d'un bilan plus ou moins intéressant, on a réussi à maintenir des allocations fortes, on a le meilleur système au monde, etc. On l'entend. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans l'état dans lequel on est aujourd'hui? On a l'impression qu'on va dans le mur, mais tout le monde dit que tout va bien.
Alors si l'idée est d'aller dans le mur, très bien, parce que là moi je sauterai avant, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des énergies à France Gallo, des énergies. Imaginez-vous ce que c'est que le travail d'un éleveur aujourd'hui. Moi je parle pour les éleveurs parce que c'est la base de mon métier. C'est un travail dur, c'est un travail qui demande de la réflexion, de la vision. Quand on fait un croisement, c'est sur 3-4 ans. Donc il faut avoir cet esprit-là pour pouvoir vouloir faire changer France Gallo. Et il y a beaucoup d'énergie autour de cette table, je l'espère en tout cas, si les gens sont assez honnêtes intellectuellement et veulent faire changer les choses. Et il nous faudra beaucoup d'énergie pour le faire. Vous me demandez le mode d'emploi, évidemment ça passera par des idées, par des essais, par des simulations, par des décrets, forcément, puisque je vous rappelle qu'en France, les courses sont gérées par les tutelles du ministère des Finances et de l'Agriculture, et qu'on ne peut pas tellement s'en défaire aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, ce qu'il nous faut, c'est un homme avec du charisme, avec de l'audace et une bonne compréhension de son environnement. Évidemment, il faudra un peu de force de persuasion auprès des gouvernements, auprès des éleveurs, des propriétaires, auprès des gens de France Gallo aussi, pour les aider à se moderniser, à faire avancer les choses différemment. Et donc, on a tout simplement envie d'insuffler cela. Pardon ? Eh bien, en tout cas, aujourd'hui, tu vois, on est vraiment dans une situation où ça, ce sont des situations de blocage. Et ce que j'appelle des situations de blocage, c'est quand on a un problème et qu'il n'y a pas de solution. Du moins, on pense que c'est un problème. Mais s'il n'y a pas de solution immédiate, c'est une situation de fait. C'est comme ça. Ça peut être considéré comme une contrainte. Ça fait partie des coûts fixes dans une entreprise et des trucs qu'on ne peut pas faire sans. Voilà, c'est comme ça. Donc, on vit avec jusqu'à temps que quelqu'un puisse modifier cela. Peut-être qu'il est nécessaire d'avoir un président qui soit un petit peu moins sur le terrain, qui soit davantage un président politique avec une ligne politique spécifique et qui ait une équipe de cadres rémunérés, effectivement, et bien rémunérés, qui seront soumis à des performances, pourquoi pas? Ça peut tout à fait se faire dans les statuts actuels. Aujourd'hui, voilà, gérer comme une entreprise, c'est cela. C'est avoir une équipe de cadres compétents, mais avec des gens compétents, des gens qui sont formés pour ça. Aujourd'hui, est-ce que les gens de France Gallo qui sont dans le domaine de, je prendrais l'informatique, je ne connais pas la personne qui s'occupe de l'informatique, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans l'informatique, et Dieu sait si tu connais bien la chose, hein, tu te rends compte que c'est un truc qui est quand même qui est aberrant. Enfin, moi, j'y connais rien en informatique, mais on est où? Voilà, on ne sait pas où on est en réalité. Donc, il faut des gens, des vrais professionnels pour gérer la communication, le marketing, l'informatique, la gestion financière, etc. Je ne dis pas que les gens sont mauvais, bien sûr. Les gens ont été mis en place, comme vous le disiez là-haut. Effectivement, les gens sont là depuis longtemps. C'est une institution, c'est une vieille association. Il est temps de bouger un peu les choses différemment. Et je pense qu'on peut le faire. Voilà. Vous m'entendez là? Oui. Voilà, je m'appelle Hubert Honoré, je fais partie du syndicat des éleveurs. Et Georges, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait quelqu'un qui ait de l'audace. Mais je pense qu'il faut aussi quelqu'un qui sache s'entourer. Et pour s'entourer, je peux donner l'exemple de ce qui se passe par exemple au syndicat des éleveurs. On a un président, mais on a aussi une équipe de cadres qui s'occupe formidablement bien et qui prépare très bien les dossiers. Et j'en parle en connaissance de cause parce que je suis aussi responsable de tous les éleveurs européens, puisqu'on a la présidence pendant 3 ans. Et donc, on a fait du travail extraordinaire déjà pendant les 2 premières années. Il nous reste encore 2 années à faire pour pouvoir nous défendre près de Bruxelles. On a rencontré des parlementaires européens depuis 2 années déjà. On les rencontre systématiquement, donc il y a un côté redondant et une récurrence qui fait que les gens nous connaissent et savent de quoi ils parlent. On a des attachés parlementaires qui nous connaissent également. Et la deuxième chose, c'est qu'en travaillant avec les instances internationales, comme il y a eu 2 réunions, une à Santiago du Chili l'année dernière et une le mois dernier en Irlande, on travaille avec des vétérinaires internationaux comme Deslidon par exemple, et ils nous mettent, tu parlais du fait de l'élevage en disant que c'est un métier difficile. Actuellement, on rencontre des problèmes très très délicats, à savoir le manque de vaccins pour la rhinopneumonie et d'autres, qu'on ne trouve plus maintenant parce que les laboratoires ne veulent plus les fabriquer, parce que les gros laboratoires préfèrent travailler pour l'humain.
On a des vaccins, si vous voulez, aux États-Unis ou en Irlande ou au Japon, mais on ne peut pas les avoir parce que les normes européennes ne les acceptent pas. Donc je voulais dire que tout ça, c'est pour schématiser. Simplement, ça veut dire qu'il y a un président de France Gallo, mais ce qu'il faut, c'est surtout avoir une équipe autour qui puisse le soutenir pour pouvoir arriver à faire les choses. Et dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué des choses très très bien, mais pour moi c'est un peu redondant aussi parce que j'ai l'impression que dans les comités France Gallo, on en parle régulièrement. Je sais qu'il y a des efforts qui sont faits. Ils ne sont peut-être pas faits forcément dans le sens où on voudrait qu'ils soient faits, mais tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure, j'ai l'impression de les avoir entendus déjà à peu près une 50aine de fois. Et bon, après il faut y arriver. Et je pense qu'un brainstorming, c'est toujours intéressant. Mais voilà, l'idée c'est de dire qu'on peut arriver à quelque chose, mais il faut conjointement mettre nos efforts ensemble, mais il n'y a pas un camp plus mauvais que l'autre, mais il n'y a pas non plus des solutions irrémédiables, pour la bonne raison, c'est qu'auparavant, quand les choses allaient bien, on ne les faisait pas, et que maintenant qu'on est en temps de crise, tout le monde se réveille en disant il faut faire quelque chose. Mais là où je peux blâmer les gens, c'est qu'ils n'étaient pas forcément dans les instances là où ils auraient dû être. Je suis aussi allé aux réunions des syndicats des éleveurs anglais, et là-bas, que ce soit les petits éleveurs anglais ou les gros éleveurs anglais, tout le monde est autour de la table et je n'ai pas l'impression qu'il y ait des différences. Et ce n'est pas forcément parce qu'un éleveur a 50 chevaux et l'autre en a un. Là-bas, c'est pareil, c'est one man, one vote. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on peut arriver à faire les choses, mais c'est surtout une histoire d'équipe. Merci. Oui, non, mais tu as parfaitement raison et nul notre vocation, en tout cas, à critiquer ce qui est fait au syndicat des éleveurs. Je suis parfaitement conscient du travail formidable qui est fait par les équipes du syndicat des éleveurs. Cependant, et si on veut y mettre, pas un bémol, mais si on veut tenter d'améliorer ces choses-là, elles peuvent se faire aussi avec des équipes qui ont peut-être une vue un petit peu différente des choses. Tu parles de vaccins, de choses de ce genre. Bon, effectivement, alors moi, malheureusement, puisqu'on ne fait plus partie du syndicat des éleveurs, on n'a pas la communication libre puisqu'elle ne nous est pas communiquée, mais il n'en reste pas moins qu'on a les informations par les bruits de couloir ou autres, et je suis certain que plein de choses sont bien faites. Mais je fais remarquer l'autre jour aux assises de la filière équine, les personnes qui étaient à Bruxelles, du moins qui ont des fortes relations avec Bruxelles pour améliorer des situations qui nous concernent, étaient, semble-t-il, désireuses d'avoir de vrais moyens de communication et je pense qu'il serait intéressant de regarder quels sont ces moyens de communication que vous avez réellement avec Bruxelles, qui sont mis en place. Si certains on les appellera nos amis aujourd'hui, peuvent aider dans ce domaine, parce que je pense que, pour le coup, on a peut-être moyen d'aider, de le faire. Alors évidemment, tu me dis, il faut être autour de la table du syndicat des éleveurs. On ne va pas revenir sur la genèse de cet événement. Si vous voulez, on va le faire, mais ça ne sera peut-être pas des ou utile. Et donc, je pense qu'on peut arriver à travailler ensemble, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, sans pour autant être nécessairement autour de la même table. Enfin, autour de la même table du syndicat des éleveurs. Je ne sais pas pourquoi le syndicat des éleveurs aurait uniquement la seule parole et parole unique. Je pense que c'est pas mal d'avoir des différences. On avait d'ailleurs essayé à une époque de revenir et avec une condition sur le protocole électoral, parce qu'effectivement, personnellement, je trouve que 30 personnes autour d'une table, c'est un peu un cafouillage, avec tout le respect que je dois aux gens qui sont autour de cette table, mais vous reconnaîtrez que ce n'est pas d'une simplicité extrême. Donc je trouvais qu'il y avait un système de changement de protocole électoral en faisant un système de liste avec des personnalités représentatives de groupes, grands, petits, moyens éleveurs ou autres, qui aurait pu être beaucoup plus facile en termes de management de ce comité. Mais bon, c'est comme ça, et puis on n'en fait pas partie, et c'est pas bien grave. On peut avoir des idées différentes. Aussi, pour tout ce qui concerne donc, ce que vous faites auprès de Bruxelles, très bien, communiquez-le peut-être davantage. Peut-être qu'on a des connaissances, des moyens, on a des relations avec l'international qui sont des relations vraiment existantes. Il se trouve qu'on a des haras à l'étranger, on travaille en Australie, on travaille aux États-Unis, on a des connaissances dans ces pays-là qui sont importantes et qui peuvent peut-être aider. Donc si vous nous communiquez les problèmes, peut-être qu'on pourra travailler sur ces sujets ensemble. Voilà ce que je peux dire là-dessus, Hubert. Je ne sais pas si tu as... Oui, Charles-Henri de Moussac. Vous parliez de France Gallo comme une entreprise, et je vous rejoins tout à fait. Mais une entreprise, pour assurer sa pérennité,
doit avoir des comptes équilibrés. France Gallo va perdre cette année plusieurs dizaines de millions d'euros. La perte prévisionnelle de 2016 va être aussi importante. Demain, les représentants de Génération Gallo se retrouvent au conseil d'administration. Quels axes de réflexion vous auriez pour essayer de revenir dans des délais relativement courts à un équilibre financier? Parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais à partir du moment où on continue à avoir un déficit chronique, on peut rêver sur le maintien ou l'augmentation des allocations, mais il faut être réaliste. Donc demain, vous êtes au conseil d'administration. Quel est l'axe, les trois axes de réflexion pour essayer de revenir à une situation financière équilibrée? Alors, comme il ne vous a pas échappé, nous ne faisons pas partie du conseil d'administration. Et donc, avant de prendre ce type de décision, il faut être évidemment en connaissance des raisons pour lesquelles il y a ce déficit. Évidemment, on parle du déficit de revenus occasionnés par les revenus du PMU. Bon, peut-être que c'est ça, peut-être que ça se situe dans une gestion de France Gallo qui pose des problèmes. Et là encore, on n'entend que ce qu'on entend. Nous, on n'est pas dans le cœur du système. Il semblerait, moi, quelqu'un me faisait la réflexion, je crois que c'est M. Montfort l'autre jour, en me disant, à Sonone, il y a 3 personnes pour gérer le champ de course, et à tel endroit ailleurs, pour ne pas le mentionner, il y en a 40. Il y a la même surface. On peut effectivement se demander pourquoi. Donc ça, alors ça ne sont pas des choses faciles. Là, on parle de blocage. On parle de choses où il n'y a pas de solution réelle. Il y a des solutions dans le temps, évidemment, mais il n'y a pas de solution réelle. Donc là, eh bien, il faut faire des audits, il faut comprendre comment ça marche. Moi, il m'est arrivé de demander de faire des audits à France Gallo et on m'a vite mis sur le côté en me disant « ça va bien comme ça, il faut agir ». Donc, n'agissons pas n'importe comment, ne proposons pas des choses, des axes de... Moi, je dirais d'abord de la bonne gestion, de relancer, ça va vous sembler étonnant, mais de relancer l'investissement. Un investissement, il doit y avoir un profit, si c'est un bon investissement. Donc le profit doit dépasser l'investissement à un moment donné. Aujourd'hui, l'argent n'est pas très cher à la banque. Il y a vraisemblablement moyen de s'en sortir comme ça. Je ne sais pas. Je vous donne une idée. Voilà un axe de réflexion, par exemple. Mais j'ai quand même le sentiment qu'une gestion différente, et je ne dis pas une meilleure gestion, parce que c'est un peu facile de critiquer la gestion passée, surtout quand on ne la connaît pas. Mais je pense qu'une gestion plus équilibrée, plus rationnelle de France Gallo, on parlait de mutualisation des fonctions support, c'est un vaste terme, mais avec le trop, pourquoi pas? Enfin, il y a des choses qui peuvent sans doute être faites. Il y a des tabous quand même dans cette maison, enfin qui semblent être des tabous, qui ont besoin d'être levés pour qu'on puisse enfin discuter des choses honnêtement et trouver des solutions aux problèmes. Oui, je voudrais rajouter, c'est le plan PMU 2020 prévoit de rétrocéder 900 millions tous les ans à la filière, alors qu'actuellement, il est de 800 millions. Donc, c'est quand même une certaine marge de manœuvre. Et d'autre part, je pense qu'il n'est pas interdit d'aller chercher de nouvelles ressources financières, des parrainages, enfin, des promotions, des organisations de spectacles. C'est aussi toute l'organisation des hippodromes qu'il faut repenser, d'en faire des vrais lieux de vie qui permet d'avoir des ressources externes à l'activité propre des courses. Et effectivement, je crois qu'il y a je pense que par exemple le développement de la mutualisation des fonctions support entre les différentes compagnies que sont le TRO, le PMU et France Gallo permettra de faire des économies de structure sûrement, en principe. Oui, en fait, c'est une décision politique, là encore, devant lui. Après, il les gère comme il le peut. Et si ça vient des contraintes qui sont absolument immuables, eh bien, il faudra vivre avec, ou il faudra attendre le temps qu'il faut, ou il faudra trouver d'autres solutions. Mais pour l'instant, on les connaît mal. Donc, pardon, monsieur, allez-y. Yann Kroos, je voudrais revenir à vos axes de programme. Vous parlez en particulier du raccourcissement du cycle d'existence aux courses du cheval, et vous parlez aussi de la nécessaire incitation des propriétaires à investir et du public à s'intéresser au spectacle sur le champ de course. J'ai un peu de mal à comprendre comment vous réussissez à concilier ces 3 objectifs. Si le cycle de vie d'un cheval aux courses est raccourci,
À mon avis, beaucoup de propriétaires qui ont un attachement non pas financier à leur cheval, mais un peu sentimental, se décourageront en sachant que la seule perspective qu'on leur propose, c'est d'acheter un yearling très cher aux ventes à Deauville. Et d'autre part, je ne suis pas sûr qu'en envoyant les chevaux à la retraite à 3 ans, on incite beaucoup les gens à s'attacher au spectacle. Pourquoi est-ce que Trèves a été si populaire? Parce qu'elle est restée à l'entraînement. Si elle était partie, ça n'aurait pas eu lieu. Je pense que là aussi, l'aspect un peu spectacle, un peu sentimental est important. Donc traiter exclusivement les chevaux en objet de valorisation, je sais très bien que c'est bon pour les éleveurs, c'est bon même pour les petits et les grands, mais je ne pense pas que ce soit une voie très raisonnable. Alors, c'est effectivement, je ne vous ai pas parfaitement entendu parce que le microphone doit mal marcher, mais je pense que ce n'est pas uniquement la seule de nos axes. Effectivement, la valorisation est importante et je pense que, et d'ailleurs, je crois qu'il y a encore peu de temps, le syndicat des éleveurs, et Dieu sait s'il est important dans notre institution, avait la même motivation de tenter de réduire le cycle parce qu'on se rend compte que les éleveurs ne peuvent plus produire suffisamment, n'ont plus les moyens de participer, enfin d'améliorer leur jumenterie, etc., s'ils n'ont pas le financement pour le faire. Et eux, ils sont rémunérés par la vente de leur production. Non, ils ne sont pas rémunérés par autre chose, à part les primes à l'éleveur, mais c'est à peu près tout. Donc il va falloir faire des choix. Effectivement, il va falloir faire des choix. Alors avant de les faire, on va y réfléchir. On va se mettre autour de la table, on va en discuter, on va peser le pour, le contre, puis on va décider ce qui est bon pour la filière. Pas pour uniquement les individus qui auraient des jeunes chevaux ou des vieux chevaux. On ne parle pas de catégorie, on parle de la filière, de l'industrie dans laquelle nous sommes. Si elle doit subsister, il va falloir que tout le monde fasse des efforts, aussi bien ceux qui élèvent des jeunes chevaux, qui les mettent en vente immédiatement, ceux qui exploitent des vieux chevaux ou des chevaux plus âgés en course. Et je pense qu'en trouvant un équilibre qui satisfasse tout le monde, on peut arriver à vivre tout ensemble de la même passion. Alors ensuite, pour ce qui est du spectacle, effectivement, il y a cet affect, cette situation qui permet aux gens de reconnaître des chevaux sur plusieurs années. C'est ce qui est le cas dans le trot en particulier, parce que les chevaux courent longtemps. Je ne suis pas sûr que le trot soit dans une bien meilleure situation que la nôtre aujourd'hui, et surtout pas dans leur situation d'élevage. Le protectionnisme à outrance, en tout cas la fermeture au studbook étranger, etc., n'a pas aidé à l'évolution de l'élevage trotteur. Et si Jean-Pierre Dubois était dans la salle, il pourrait sans doute nous en parler. Pour avoir fait des efforts à une époque et d'ouvrir le studbook temporairement pour y amener des courants de sang étrangers. Donc je pense il faut faire très attention. Est-ce qu'on parle de quelques vieux chevaux qui font plaisir à des gens et qui ont développé un affect pour ces chevaux-là, effectivement. Mais où est-ce qu'on parle aussi, et je pense que c'est de ce dont on parle, nous qui avons envie de participer à la gestion de cette filière, eh bien c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de gérer la filière correctement pour tout le monde. Oui, je vous en prie. Mettez-le peut-être plus près de vous, c'est des trucs bizarres, il faut parler dedans. Puisque, en l'occurrence, je comprends très bien votre souci, qui est entre autres de maintenir en vie les éleveurs. Votre idée, c'est de le faire par un raccourcissement du cycle. Si je ne me trompe pas, mais il se peut que je me trompe, dans le credo, disons, initial en tout cas de membres fondateurs de votre association, de votre groupe, il y avait tout de même la suppression des primes d'élevage. Ah non. Là, il y a eu un typo, un problème de lecture, pardon. Non, on n'a jamais évoqué la suppression des primes à l'élevage, bien au contraire. Bien au contraire, c'est là qu'il y a eu un petit différend avec le syndicat des éleveurs à l'époque, c'est que nous tenions à maintenir la prime à l'élevage. Alors elle est maintenue évidemment, hein, que je ne sois pas mal écouté ou mal compris, mais elle est maintenue à double vitesse, voire triple vitesse. Enfin, il y a plusieurs échelons en fonction de l'origine de l'étalon, s'il fait la monte en France ou à l'étranger, plus ou moins, et puis en fonction de là où l'animal court et de l'origine de son père aussi. Donc ça rend les choses un peu compliquées. À mon avis, c'est plutôt un système de fermeture, de protectionnisme, en tout cas qui a tendance à cela, plutôt qu'un système d'ouverture qui permet justement d'avoir une variété de courants de sang qui arrivent dans les élevages et qui permettent d'avoir un flux tout à fait libre
et flexible, opératoire dans les élevages, et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais je le pense toujours, et d'ailleurs, je serais très intéressé de voir le résultat de cela réel, puisque je vous rappelle que les gîtes sous lesquels était présentée cette réforme était l'amélioration de l'élevage. Alors voyons si l'élevage s'est amélioré à cause de ça aujourd'hui. C'est encore trop tôt, puisque je crois que ça concernait les poulains nés en 2014, vraisemblablement, si mes souvenirs sont exacts. Donc il va falloir laisser un peu de temps pour voir si, effectivement, il y a eu une amélioration très nette de la situation des éleveurs directement liée à cette réforme. Voilà. Et ça, on aura le temps de le voir en temps utile. Mais enfin, on n'en fait pas du tout un objet de campagne. Ce qu'on veut faire, c'est respecter les situations. La réforme a été votée, elle a été votée, très bien, ça a été voté, on peut l'espérer en tout cas de manière démocratique et honnête. Elle est mise en place, on verra ce qui se passe. Oui, Jean-Pierre, je pense, enfin, on n'a pas beaucoup parlé des PMH, de la fameuse situation des PMH, et j'aurais bien aimé que tu nous en parles un petit peu. Oui, bonsoir à tous. Voilà, une réforme des PMH fait que France Gallo a souhaité supprimer sur 2 ans 350 courses. Je pense que dans la prochaine mandature, il faudra revisiter, réaménager cette disposition. Pour la seule raison qu'aujourd'hui, la suppression des PMH devrait être, j'allais dire, générée par le fait d'hippodromes qui sont sous le coup éventuellement d'une procédure d'alerte parce qu'il y a eu des accidents, sous éventuellement le fait que des hippodromes sont obsolètes et qu'il faudra pour les réaménager beaucoup d'argent pour les reconstruire. Et qu'une concentration sur les autres hippodromes, ceux qui n'ont pas fait une procédure d'alerte ou éventuellement auraient une obsolescence, ferait qu'effectivement nous aurions un nombre de courses qui se trouverait équilibré. Aujourd'hui, on se dirige vraisemblablement dans certaines régions par une suppression de PMH sur des hippodromes de catégorie 1 et de catégorie nationale. Ça me semble être une chose extrêmement difficile à vivre pour vous, les propriétaires, pour vous, les entraîneurs, pour les jockeys, pour les éleveurs, parce que vous aurez autant de moins de fois devoir gagner les couleurs du propriétaire, un entraîneur devoir son travail récompensé, pour le jockey, pour l'éleveur, de la même façon. Donc je souhaiterais que dans la prochaine mandature soit réétudié le fait que les PMH ne soient pas affectés, la suppression des PMH, à des réunions qui sont sur des, j'allais dire, hippodromes de catégorie nationale et groupe 1. Ces courses PMH sur ces hippodromes permettent d'endurcir les chevaux, permettent d'aguerrir les chevaux, permettent, j'allais dire, d'avoir des courses écoles pour les chevaux pour faire en sorte que demain matin, ils puissent courir sur des courses premium. Donc on demandera effectivement, dans la nouvelle mandature, à faire que l'affectation des courses PMH supprimées soit différente de ce qui est programmé. Oui, et aussi je pense qu'il ne faut pas se tromper de l'objectif original de cette réforme, qui est d'augmenter le nombre de chevaux dans les courses premium. Alors il y a différents ratios qui avaient été expliqués, mais le vrai problème, c'est le manque de chevaux. Le manque de chevaux qui vient par le manque de propriétaires. Et il faut, je crois, quand on est devant un problème, s'adresser à la base du problème, et non pas simplement aux symptômes. Effectivement, il y a moins de chevaux, donc comment on fait? Avant que Loïc intervienne, je voudrais continuer mon propos, puisque j'ai vu que tu prenais, on a la chance de bien se connaître, tu prenais un micro. C'est que je pense qu'il faut, bien sûr, j'évoque les problèmes, mais il faut aussi apporter des solutions. Et les solutions, elles sont effectivement que les fédérations se parlent plus, qu'il y ait des passerelles entre les fédérations, c'est-à-dire qu'on ne se trouve pas dans des situations où, parce qu'on est dans 2 fédérations différentes, on se retrouve avec les mêmes conditions de course pour les mêmes chevaux à 50 km d'écart. Il faudra lisser vraisemblablement les courses de façon à ce qu'il n'y ait pas un chevauchement de ces courses à 50 km près et qui ne permettent pas aujourd'hui d'alimenter les courses premium. Voilà. Et peut-être qu'on pourra aussi... puisque peut-être que l'abaissement du nombre de chevaux est lié aussi au manque d'enthousiasme des propriétaires, au manque d'enthousiasme pour des raisons fiscales et pour des raisons de TVA. Et je pense qu'il sera important de créer un environnement, encore une fois, c'est un peu facile de le dire sans doute, mais je pense que c'est important, c'est de créer un environnement favorable à l'installation d'entraîneurs
d'entraîneurs, oui, peut-être aussi, mais surtout de propriétaires, pour que on ait davantage de chevaux qui courent dans toutes les courses. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi beaucoup de courses de rajouter, je crois que c'est 700 courses dans les 10 dernières années. Et évidemment, on n'a pas augmenté d'autant le nombre de naissances, on a plutôt un peu baissé. Donc il est normal qu'il y ait un phénomène comme ça de vide de certaines courses, et c'est bien normal. Donc là aussi, il faut de la vision, il faut voir à long terme ce qui se passe. Et c'est peut-être, je ne dis pas que c'est ce qui a manqué, mais enfin en tout cas c'est le résultat dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, et il faut y faire attention. Donc il faut avoir cet esprit assez visionnaire. Pardon, Loïc. Oui, donc je pense déjà, bonsoir à tous, je pense que Jean-Pierre a mélangé beaucoup de choses, donc Georges t'a amené quelques rectifications. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les petits hippodromes sont régulièrement sous le contrôle des comités régionaux. Chaque comité régional, dans sa région, lorsqu'il y a un incident sur un hippodrome, réunit le comité régional avec les instances de France Gallo pour voir si tel hippodrome, après l'accident, il est possible de rectifier soit le parcours, soit l'obstacle, enfin de rectifier pour qu'on puisse continuer à y courir. Donc, il ne faut pas mélanger les alertes qui à chaque fois sont mises lorsqu'il y a un incident sur un hippodrome et qui peut amener la fermeture de l'hippodrome. Ça, c'est déjà quelque chose de très clair. Ensuite, la demande, elle est très claire. Aujourd'hui, nous devrions être théoriquement 50-50 avec les trotteurs. Chevaux à l'entraînement, nous avons 10 000 chevaux à l'entraînement. Ça veut dire que déjà, quand on sait que les trotteurs courent davantage que les galopeurs, au galop, il y a peut-être la moyenne, c'est peut-être 5-6 courses en plat par cheval, ou en obstacle, on est à 6 ou 7 courses. Les trotteurs courent beaucoup plus, et avec 15 000 chevaux, nous avons 10 000 chevaux. Aujourd'hui, il faut quand même avoir à l'esprit qu'il est important que nous maintenions un équilibre de la recette. Il est important que les enjeux soient répartis équitablement, produits équitablement par le galop et par le trot. Si nous ne sommes pas attentifs, on va avoir un déséquilibre. Les déséquilibres, on le connaît. Georges t'a donné une partie de la réponse. Entre 2004 et 2010, nous avons augmenté de 600 courses, sans trop de raison. Ces courses ont été augmentées en partie pour mettre des courses, par exemple, à Deauville l'hiver. C'était pour densifier l'hiver. Et à l'époque, c'était sous la mandature précédente, la mandature précédente. Il aurait été peut-être plus judicieux de lisser le programme en retirant des réunions l'été et en mettant davantage l'hiver, ce qu'on est en train de faire actuellement, au lieu de rajouter 5 à 600 courses. Et ce qui s'est passé automatiquement pendant les années qui ont suivi, le nombre de partants moyens a chuté. Aujourd'hui, on a quasiment baissé de 2 partants par course en 10 ou 15 ans. Et c'est intenable. Aujourd'hui, quand vous regardez les recettes, ce qui nous pose problème, c'est qu'au galop, nous avons trop de courses à moins de 8 partants et pas assez de courses à plus de 14. Et moi, je ne vois pas comment on pouvait faire. On fait plusieurs choses en même temps. On lisse le programme sur les 12 mois. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus trop augmenter l'hiver parce qu'on voit bien avec notre dernière augmentation qui a été donc pour la saison 2015, nous sommes perçus que par exemple, le meeting de Cagnes commence à en souffrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hiver, on est peut-être rendu au point maximum. Peut-être qu'on évoluera encore. Mais là, je ne vois pas comment on peut faire. Si on veut rattraper le nombre de partants, alors que nos effectifs à l'entraînement ont baissé entre 4 et 5%. Ce n'est que de la mathématique de penser qu'en baissant 5%, tout le monde crie 5%. Il y a plus de 7000 courses, nous voulons retirer 350 courses. Je peux vous dire que le point que nous avons fait la semaine dernière, nous allons baisser 160 courses pour 2016. Mais nous sommes aussi attentifs, on n'est pas là pour fermer les petits hippodromes et supprimer une course sur l'hippodrome de 3e catégorie où on sait très bien que ça n'apportera pas plus de partants dans les courses premium. Ce qu'on veut aussi, c'est que ces partants remontent dans les courses premium. Alors chaque région, il y a beaucoup de régions qui ont très bien travaillé. Je peux vous dire que le Sud-Est, par exemple, a très bien travaillé. S'apercevant qu'ils n'ont pas de chevaux d'obstacle dans leur région, ils réduisent davantage l'obstacle. Vous voyez quand même bien, lorsqu'il y a une course à Marseille, en obstacle, ce sont les chevaux de Royan qui traversent toute la France pour faire 5 partants. Il y a 3 partants, 2 macaires, un chaillet et un local. Et l'autre, je ne sais pas où ils l'ont pris, peut-être dans le centre-est. Donc cette région a très bien réagi. Dans le centre-est, ça c'est le sud-est. Dans le centre-est, ils ont fait aussi des opérations très intéressantes. Ça a été plus compliqué dans l'ouest, comme le dit Jean-Pierre, mais il est très très important que nous trouvons aussi un équilibre ou que nous ne perdons pas l'équilibre avec les trotteurs. Sinon, ce qui se passera à terme,
à terme, nous allons avoir 48% d'enjeux pour le galop et 52% pour le trot. Et vous savez très bien comment ça se passe quand il y a un différentiel. Il ne faudra pas qu'on se plaigne dans 5 ans que les recettes vont à 52% pour le trot et 48% pour le galop. Oui, non, mais je pense que tu as raison, ce sont les chiffres d'aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant de voir le début de ton intervention qui est, on parlait d'augmenter le nombre de chevaux dans les courses, et il se trouve que, et on vient à parler de la sécurité, etc., dans les petits hippodromes, parce que cette réforme sur le PMH, sur les courses PMH, a eu un tel effet, un peu dévastateur, en tout cas sur le psychique des gens, l'esprit des gens. Et là encore, je reviens simplement à la manière avec laquelle France Gallo prend les décisions. Et ça demande de la réflexion. Je ne dis pas que c'est mal fait, mais il y a un moment, il faut quand même se rendre compte qu'on a des gens en face de nous, et je ne dis pas que vous vous en rendez pas compte, mais il faut penser positif. Si je prends le courrier des ministres pour valider le nouveau Longchamp, ils nous proposent de la récession alors que nous, on est en train de proposer de la croissance. Enfin, c'est parfaitement scandaleux. On nous propose de fermer un truc et puis de geler les allocations et démerdez-vous. En gros, c'est ça. Et surtout, dans vos campagnes, ne nous parlez pas de la TVA. Enfin, de qui se moque-t-on? Et donc, je pense qu'il est temps, il y a un moment, il faut réagir à ces choses-là. Et quand une entreprise va mal, alors on peut faire un peu de bonne gestion pendant un moment, faire des économies, rationaliser les choses, effectivement. Mais il y a un moment, il faut faire de la croissance. Et pour faire de la croissance, il faut investir. Et donc, investissons. Investir, pas uniquement de l'argent, s'investir aussi dans de l'énergie. Essayons de trouver des solutions pour que la terre puisse avoir davantage de chevaux. De vieux chevaux pendant une période, ça plaira à certains. Et puis, peut-être qu'on arrivera à retrouver un momentum dans l'élevage pour ensuite avoir des vraies allocations, des allocations qui sont en relation avec la qualité des chevaux, etc. Et donc, la valeur des courses, c'est tout ça. Mais pensons positif, bon sang. Il y en a marre de cette récession où à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est la même chose que le gouvernement de la France aujourd'hui. Il y a un truc qui ne va pas, allez, on coupe et on prend un peu de fric à droite, et puis ça ira bien, on verra combien de temps ça dure. Non, investissons, créons de la croissance, et vous verrez que, enfin je pense, parce que sinon, si on n'arrive pas en le faisant, si on n'arrive pas en recréant une forme de théâtralisation des courses, comme les gens disent aujourd'hui, de retrouver un plaisir à aller aux courses. Franchement, moi j'y vais pas mal aux courses. Il y a des jours quand même on se demande ce qu'on y fout. Hein. Et donc, et ça devient un métier d'y aller pour finir. C'est quand même pas très drôle d'aller. Enfin si, c'est drôle parce que bon, quelquefois ça marche bien. Mais il y a un moment où il faut penser à autre chose. Donc créons de la croissance, créons de l'envie d'aller aux courses, ayons de l'audace pour le faire. Et donc il nous faut, là encore, je dis, un président qui a ce profil-là. Et qu'on arrête de nous rabâcher de ce qui a été fait avant ou ce qui n'a pas été fait. Pour finir, on s'en fiche un peu. Ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Il y en a d'autres. Ah, pardon. Oui, moi je voudrais intervenir au niveau un petit peu des pôles nationaux. Et je ne pense pas que mon ami Jean-Pierre Lambert me dira le contraire. Je pense que les pôles nationaux en province sont en très grand danger. Ils sont en très grand danger et je pense qu'il va falloir remédier à ça. D'abord parce que je pense qu'ils sont plombés par les réunions PMH, puisqu'on sait très bien que l'organisation d'une réunion PMH coûte aussi cher qu'une premium et que, évidemment, on perd énormément d'argent. Alors, je veux bien croire qu'on puisse en perdre un petit peu, mais pas tout le temps et autant. Ça, c'est une première chose. Et je crois qu'à terme, il faudrait qu'il y ait un certain nombre, que les pôles nationaux n'aient plus de réunions de courses PMH et uniquement des premiums. Ça, c'est important. La deuxième chose, je pense, et c'est là qu'il faudrait que les sociétés mères, alors là j'englobe le trot et le galop de la même manière, arrêtent aussi de charger la barque dans l'organisation des courses. Aujourd'hui, c'est des urgentistes. Alors je veux bien qu'on mette des urgentistes, je ne sais pas s'ils sont aussi efficaces qu'un vrai médecin généraliste qui fait le boulot sur les routes toute la journée, mais qui coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Je parle de maintenant, il nous faut des commissaires aux comptes, il nous faut... Alors bon, évidemment, il faut nourrir les LAD, alors que logiquement, un employeur, quand il envoie ses employés quelque part, assume les frais. Là, il faut que ce soit les sociétés de course qui assument ça. Je ne parle pas des box gratuits, tout ce qui peut être gratuit, etc.
Je crois qu'à force, c'est trop et on n'y arrivera plus. Et ce qui est certain, moi je le vois, je parle pour Bordeaux, mais je sais que je crois que Nantes ne va pas forcément mieux que Bordeaux. Lyon, je sais que c'est pareil aussi mal. Et tous ces grands pôles vont être en grande difficulté. Ils ont été sauvés un certain nombre d'années par les collectivités locales. Et vous imaginez bien que maintenant, les collectivités locales, c'est fini. Hein. Il n'y a plus d'argent. Ils ne nous donneront jamais un sou pour sauver nos hippodromes. Donc il faut être très très vigilant là-dessus. Et je crois qu'il y a urgence à faire quelque chose. Merci Jean-Michel. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à développer? Jean-Claude? Ça va faire 2 heures. Tu n'as pas besoin d'un micro, Jean-Claude, si? Ah oui, d'accord. Merci. Il y a plusieurs choses qui m'échappent. Loïc, je te voyais dodiner de la tête quand Jean-Michel disait qu'une réunion PMH à Bordeaux coûtait aussi cher qu'une réunion premium. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Ouais, bon alors tu fais pas comme ça, tu fais comme ça. Hein? D'accord? Merci. C'est les Indiens qui font comme ça. Merci. Ils sont d'accord. Non, merci. Non, mais ou alors j'ai mal vu, j'ai peut-être un strabisme, ou j'ai pas bien mis mes lunettes, mais j'ai vu plutôt ça, moi. Alors bon. Donc on est bien d'accord là-dessus. Bon, ça c'est déjà une chose. Sur la désertification des hippodromes par des spectateurs, ça c'est un problème. Mais alors, quand je suis chez moi, là, hier après-midi, je regardais les courses sur Equidia, parce que je prenais un avion après pour venir à Deauville. Mais qu'est-ce que vous pensez des 85 millions de coûts que génère Equidia sur les 3 sociétés, sur le PMU, sur France Gallo et la Société du sport français? Est-ce que ça vous paraît... Equidia, c'est formidable. Mais qui peut encore aujourd'hui avoir envie d'aller aux courses? C'est tellement bien fait, on voit tout. Le parieur, il a toutes les indications, grâce au baladeur, grâce au machin, grâce au truc. Mais c'est formidable. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir, hormis le jour de l'Arc, ou le jour du Prix de Diane, ou le jour du Grand Prix de chaque grande ville de France, admettons, ou le jour du GNT au trot, où il y a du monde. Mais on ne peut pas avoir à la fois du monde sur les hippodromes, en ayant Equidia chez soi, confortablement installé dans notre fauteuil. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Je veux dire... alors, je sais pas. Je ne sais pas où est la solution, si quelqu'un peut me la donner. Et que pensez-vous surtout du coût de la chaîne Equidia? La chaîne Equidia est la vitrine des courses. Tout le monde le sait maintenant et tout le monde l'accepte. Le coût de la chaîne Equidia, je dirais comme Georges, c'est difficile d'entrer dans les comptes de quelque chose qu'on ne connaît pas. La chaîne Equidia, je ne connais pas son budget, je ne connais pas ses dépenses. Je sais simplement que c'était incontestablement une réussite. J'ai participé au départ à France Course, comme vous répétez tout à l'heure. J'ai vu le développement d'Equidia. C'est une très belle machine. Il faut simplement savoir aujourd'hui que curieusement, on est le seul sport qui, quand il diffuse son spectacle, il vide la salle. Ça ne se passe pas dans le foot, ça ne se passe pas dans le rugby, ça ne se passe pas dans tout autre sport. Nous, on est arrivé à ce phénomène étonnant qui est de diffuser quelque chose et de vider plus ou moins les hippodromes. En plus, petite parenthèse, il n'y a rien de pire que de diffuser un spectacle devant lequel il n'y a pas de spectateurs. C'est-à-dire qu'un hippodrome vide, c'est un truc catastrophique pour le spectacle, pour la filière, pour tout ce qu'on veut. Maintenant, moi, je ne partage pas totalement votre analyse d'Equidia. Non, moi, je ne suis pas heureux devant Equidia. Je ne suis pas totalement heureux devant Equidia. Dimanche, j'étais heureux devant Equidia, parce que dimanche, sur Equidia 2, j'ai pu voir l'intégralité de la réunion qui se passait en Angleterre. Et j'ai pu voir quelque chose qui n'avait pas été suffisamment préparé, mais qui était formidable. Parce que tout d'un coup, j'ai vu les chevaux qui partaient du rond de présentation avec leur entourage, avec les gens qui attendaient que ça gagne. J'ai pu voir la course, j'ai pu comprendre pourquoi la course était gagnée, pourquoi elle était perdue. J'ai vu des ralentis, j'ai vu le retour aux balances, avec des gens qui riaient et d'autres qui étaient moins heureux. Et j'ai vu un vrai spectacle. Alors,
C'est sûr qu'on est dans une contradiction qui est difficile à expliquer, mais les gens du PMU vous expliquent toujours que plus il y a de courses, plus il y a de jeux. Mais moi, je réponds, attention, on est en train de casser la valeur cheval aujourd'hui. C'est ça le problème. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'adore Equidia. Je trouve ça formidable. Hein. Au contraire, hein. Ça a été un apport terrible pour nous tous. Mais je trouve que c'est injuste pour un turfiste que celui qui est chez lui a des informations, que celui qui est sur l'hippodrome n'en a pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un système où, grâce à une sonorisation, je dirais, que ce ne soit pas un vacarme, que les gens qui sont sous un hall PMH, on va dire, donc sur l'hippodrome, aient les mêmes informations que ceux qui sont dans leur salle? Entièrement d'accord avec vous, entièrement d'accord avec vous. Ça fait partie de notre programme de transformer le spectacle de l'hippodrome. Il est évident que sur l'hippodrome, le spectateur, le parieur, le joueur doit avoir les mêmes informations que sur Equidia, c'est évident. Maintenant, moi je me souviens de la copain Denisot au Parc des Princes, alors qu'avec mes fils, je regardais le foot à la télé. Tout d'un coup, j'ai pas compris grand-chose au foot en arrivant au Parc des Princes parce qu'il y avait plein d'explications qui manquaient. Sur les hippodromes, on peut tout de même faire un travail qui permette de donner les informations qu'il y a sur Equidia aux spectateurs. Ça me paraît pas très très compliqué. Surtout qu'on a des exemples à travers le monde qui sont parfaitement efficaces. Vous allez voir, on parlait de grosses journées comme le week-end dernier en Angleterre, vous allez dans la Melbourne Cup où il y a 150 000 personnes, vous avez l'impression d'être devant la télé. Si vous restez assis dans un fauteuil dans la tribune, vous avez le loisir de voir la télévision, de voir un spectacle à la télévision sur les grands écrans, et vous comprenez ce qui se passe. Vous pouvez, alors évidemment, il n'y a pas que le PMU, il y a aussi des bookmakers, etc. Il y a toute une vie qui se fait autour de cela. Et je pense qu'il faut recréer cette vie dans les hippodromes, et c'est indispensable. Et on le fera peut-être à travers aussi, s'il faut davantage de financement, trouver des sponsors, ne pas avoir peur de trouver des sponsors de tout ordre. On n'est pas... il n'y a pas de tabou, on peut sponsoriser plein de choses. On peut peut-être penser avoir des noms de chevaux avec des marques, pourquoi pas, ça se fait dans le concours hippique, dans le CSO. Mais je ne sais pas si ce ne sont pas des solutions, ce sont des choses qu'on peut mettre autour d'une table, on peut discuter en tout cas des choses. Et puis, une fois qu'on aura discuté des choses, on trouvera peut-être des solutions. Oui, je crois, d'abord je pense que c'est difficile d'avoir le même raisonnement pour toute la semaine. Pour toute la semaine sur tous les hippodromes. Bon. Donc il faut, là c'est ce qu'on revenait tout à l'heure, à la notion de course. C'est vrai qu'il faut créer une ambiance de telle façon à ce que le parieur, oui, le turfiste, ait intérêt, avantage à se déplacer, à aller sur l'hippodrome. Et moi, je trouve, par exemple, on le fait, de temps en temps, c'est fait, mais on pourrait le développer, c'est d'avoir une espèce de voltigeur, un voltigeur planqué d'un micro et d'une caméra, et qui irait voir les gens, tout simplement pour leur demander quel est leur pari. D'autre part, je trouve qu'autour du rond, autour du rond, on pourrait très très bien présenter les chevaux, flanqués d'un micro où on dirait ce cheval numéro 1, son nom, son histoire, sa cote. Voilà, il faut créer une ambiance de telle façon à ce que les gens aient intérêt à se déplacer sur le hippodrome. Je voudrais juste dire une chose pour conclure. Vous savez, c'est une chose que j'aime bien citer, mais quand on crée une société, où que ce soit, pour fabriquer des casseroles, pour fabriquer des fringues, pour fabriquer tout ce qu'on veut. Il y a en gros deux colonnes dans votre budget. Il y a la colonne le coût de la fabrication. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est obligatoire. Il y a une autre colonne, c'est la deuxième colonne la plus importante, ça s'appelle la communication et le marketing. Malheureusement, à France Gallo, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas pris conscience d'une façon suffisamment importante de ce qu'il faut mettre dans la communication et le marketing. Je crois malheureusement que pour les spectacles aujourd'hui, où que ce soit, la colonne communication et marketing doit être une colonne beaucoup plus importante que tout ce que j'ai vu évoluer dans les réflexions des dirigeants de France Gallo. Voilà.
Bon, écoutez, je pense qu'on en a sans doute dit assez. Je vous remercie beaucoup d'être venu et peut-être à une prochaine fois, à une autre réunion. En tout cas, merci.